bonsoir tout le monde, tous les gens qui regardent soit le live, soit sa rediffusion. Voilà, puisque on va faire de mon mieux pour ne pas que la rediffusion ait lieu, pas comme j'avais fait. Bonsoir à tous, hein, bon appétit. Ouais, bon appétit si vous regardez ça en bouffant. Ce qui peut être une bonne idée d'ailleurs, hein, c'est vrai que ça prend un Bon, peu de temps et vous pouvez on vous va faire poser une intro tranquillement. Serrano. Alors, pour ce magnifique jambon, contactez Vincent ici présent. Attention, les placements de produits. Donc bonsoir, bon appétit, bienvenue. Nous allons donc partir sur ce nouveau débat cinéma classique, habituel, comme toujours. Par rapport au dernier live, oui, j'avais peu participé parce que j'étais pas moralement au mieux et tout ça. Et puis, Ouais, bah, de toute sans façon, de compter que temps je en venais de voir temps, un truc qui m'avait franchement déçu, donc on va pas revenir là-dessus. on va pas revenir Mais là-dessus. C'est ça, moi pour le, j'annonce le débat de ce live, ne pas parler de James Bond. Juste pour voir voilà, si on on ne y arrive. parlera pas de ça parce que là, il y a d'autres bons films à voir. Hein. Je pense que là, dans les sorties en ce moment, le Barbac de Fabrice Eboué qui est très original, Ouais. où les véganes vont s'en prendre plein la tronche. Donc, si parmi nous il y a des spectateurs véganes, ben ouais, arrêtez de nous casser les pieds à nous Alors, imposer de l'herbe et des salades, quoi. Alors Hein, commençons par là Ouais, justement, parce ouais. que je te signale que je suis partiellement vegan, partiellement c'est-à-dire au sens, bon bah voilà, quand je sors, qu'on va bouffer un tacos ou quelque chose, je prends ce qu'il y a, souvent il y a du fromage, j'aime bien le fromage, j'en mange quand même, mais sinon j'essaie de limiter le reste, non, mais et je parle des plus radicaux. c'est ça, ouais bah et justement ils sont extrêmement rares en réalité, enfin, j'en connais, j'ai été en coloc avec des vegans, bah ils me forçaient au sens où bah on faisait la bouffe ensemble, donc voilà, on bouffait les trucs ensemble, mais effectivement, ceux que, bah, comme d'habitude, les extrémistes sont les plus rares, hein, comme un peu dans tous les mouvements. C'est ceux qui essaient vraiment d'imposer leur truc à tout le monde sont les plus rares. Et justement, c'est un truc. J'avais vu la bande-annonce de la Barbac, donc je n'ai pas vu le film, donc peut-être que le film est très bien. Et de ce que j'ai l'air de voir, j'ai l'impression qu'ils sont partis dans un trip un peu absurde, qui du coup rend le truc cool, tu vois. Mais de ce que j'ai vu de la bande-annonce, ce qui m'avait fait chier, c'est que le vegan qu'on voit dans la bande-annonce, en fait, c'est l'image qu'on se fait d'un vegan quand on n'en a jamais rencontré, ou alors qu'effectivement on a rencontré le gars. Tu vois, genre, il te dit des trucs genre ah bah non, je prends pas le vin parce que c'est pas du vin vegan et tout ça, et tu te dis bah c'est complètement con, et lui il t'explique, dans la bande-annonce, il t'explique ouais, c'est parce que peut-être qu'il y a des insectes qui ont été écrasés avec le raisin, du coup c'est pas vegan et tout. Les histoires de vin vegan, c'est pas du tout ça la raison. C'est parce que on utilise des trucs qu'on met sur le tonneau, dans la bouteille ou je sais plus quoi, qui sont faits à base je sais plus, de poissons, de cartilage de poisson, des trucs comme ça. Donc ça veut dire qu'on a volontairement buté des animaux pour faire le vin. Ce qui n'est pas la raison. C'est un exemple. C'est un exemple. Il y en a d'autres, je sais plus dans le truc où genre aucun vegan de tous ceux que j'ai pu croiser ne se comporterait comme ça, et donc bon, j'imagine qu'ils sont partis du coup sur une caricature complètement extrême, et que bon, de toute façon de ce que j'ai compris, le boucher aussi il a l'air d'être bien de tailler dans le gras, hein, c'est comme on dit. T'as une grâce le mot. Et voilà, donc Mais il tranche dans le vif, pour la donc petite anecdote, voilà. je n'ai pas vu la bande-annonce du film, j'ai juste vu le sujet de quoi ça Mhm. parlait et on voit beaucoup Fabrice Eboué, forcément, il est en pleine promo de son film. J'ai vu, par contre, j'ai vu pour la première fois, par contre, son sketch sur les véganes parce que c'est comme pas mal d'humoristes qui se lancent après dans des histoires qui deviennent des films comme Franck Dubosc à l'époque où il a lancé Camping, c'était partie de son sketch sur le camping. Là, son film sur les véganes, donc Barbac, où il part en guerre contre les véganes. Je n'ai pas vu la bande-annonce, mais sans l'avoir vu et vu le sujet, ça ne peut que m'intéresser parce que on va bien rigoler. Déjà, Fabrice Eboué, c'est un humour assez provocateur, donc c'est un peu ma came. Et forcément, tout ce qui est provoquant, ça, c'est pour moi. Donc après, à voir. Est-ce qu'il sera dans les salles comme même les petites salles comme à Beaune. Enfin, on a un beau complexe à Beaune, mais ce que je veux dire, est-ce qu'il sera dans des salles plus nombreuses que des fois les petits films indépendants? Mm. Faut voir ça aussi. Hein. Faut voir dans combien de salles il sort. S'il faut se déplacer jusqu'à Dijon, alors il faudrait que je me trouve à Dijon pour aller le voir, ou alors à Chalon parce que c'est plus près. Hein. Chalon-sur-Saône. Mais est-ce qu'à voir, voilà, c'est Mm. à voir les films déjà qui à l'affiche dans les villes où on est. Mm. C'est ça. Mais voilà, voilà, ce que je voulais juste dire ça sur moi sur la bande-annonce pour rétablir un peu où ça se place par Ça rapport à va la l'air assez trash. réalité. Voilà. Ah, Mais c'est pas, après voilà, de ce que je comprends, c'est ça y va un peu. Le scénario part un peu en sucette, et du coup ça rend le truc.
pas mal et enfin en un sens ça pourrait, il peut très bien tourner ça façon OSS 117 où bah ouais, le personnage est extrême dans sa caricature et il sort des trucs vraiment aberrants et c'est ça qui rend le truc drôle et là dans ce cas pas de ça peut tout à fait aller. Donc voilà, je ne juge pas avant d'avoir vu le film, mais donc j'ai une petite crainte à ce niveau-là, mais j'ai confiance, on va dire, pour que pour que ce soit mieux que ce que je vois dans la bande-annonce. Des fois les bandes-annonces sont trompeuses, je l'ai déjà dit, ce que je pense à ce sujet, souvent les bandes-annonces sont trompeuses. Je regarde vite fait le Et puis, synopsis. Hein. ouais. Bah oui, dis-nous le. Oui, je crois que c'est un couple de bouchers Ouais. qui Donc, devient. ouais, bah allez, je lis hein, du coup. Wikipédia. Sophie et Vincent Pascal tiennent une petite boucherie dans le centre-ville de Melun. Sophie tient la caisse alors que son mari découpe la viande, tel un artiste. Euh, Ah, mais il y a des artistes c'est pour ça. ça aussi. Oui. Mais leur commerce ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, tout comme leur couple et leur vie sexuelle. Donc là, tu commences à voir le côté comédie tout de suite qui débarque. C'est alors que des militants véganes attaquent et saccagent la boutique. Ok, donc là on est parti Il y a avec ce genre de Jean-Mèche vegan là. il est pas content. Putain, il y en a marre. Vincent tue accidentellement l'un des agresseurs et se demande alors ce qu'ils vont faire de son corps. Il décide de le découper comme la viande de sa boutique, que Oh sa femme non. va vendre par erreur. Ah bah, forcément. Contre toute Ça attente, pourrait presque partir d'une histoire vraie, parce que il y a quelques années de ça, alors je sais plus si c'est à Montsolémine ou à Autun, il y a un charcutier, boucher charcutier, qui a tué sa femme, qui en a fait des terrines, qu'il a vendues. ah d'accord. Donc effectivement, Voilà. il y a sans doute une petite inspiration de ce côté. Contre toute attente, leur client apprécie le produit et en redemande. Le couple se dit alors qu'il peut recommencer. Donc je suis pas du tout choqué. Ah oui, d'accord. Oui, donc je vois. Oui, bah tu vois, comme j'ai pas vu la bande-annonce, je voyais pas trop le sujet. Je voyais bien l'idée de partir en guerre contre les véganes. Oui, c'est un film comédie. Puis je pense que c'est quand même, ça reste un film indépendant parce il a. Fabrice Eboué avec son comparse Thomas Gijol ont déjà fait des films qui ont eu leur petit succès, des comédies que je n'ai pas vues. Il y avait le Crocodile du Botswana, je crois. Il y avait eu, je sais plus. Ça, ils ont fait deux trois comédies déjà. Je sais pas si ça avait été dans plusieurs complexes de cinématographiques à voir. Euh, mais pour les sorties ciné du moment, oui, il y a ça. Il y a quoi d'autre? Il y a Ah bah moi je suis des films. retourné voir Dune il y a quelques jours, puisque je Ah, mais le fameux Dune, donc. voilà qu'on avait limite commencé à se re-regarder avec Police Mail l'autre jour chez Dom. Mais Ah bah, il m'en a montré un bout sur le ouais téléphone. ouais et ouais bah voilà c'est un film, c'est quand même vachement mieux de le voir dans une bonne salle de cinéma avec des bonnes enceintes et tout ça parce que le travail sur l'image, sur le son est vraiment au top de ce qu'on peut croiser, ce qui peut se faire donc vraiment vraiment, je recommande d'aller le voir tant qu'il est encore en salle et que vous pouvez encore le voir dans les bonnes conditions, parce que je suis pas sûr que en streaming ce sera le même délire quoi. Vous n'aurez pas la même vision de l'image, des couleurs et du son. Voilà, encore une fois le Bah travail sonore. après, si tu prends un BD RIP avec un home cinéma Dolby Atmos parfaitement bien calibré et un très bon écran, De ouais. manière parfaitement légale évidemment. Hein. Bah écoute, hein, si t'as acheté le DVD et que t'oses pas le déblisteriser parce que tu... Oula. C'est ça. Oui, oui, n'oubliez pas le droit de copie privée. Si vous avez acheté légalement une copie d'une œuvre, vous avez le droit de vous en procurer d'autres copies sans payer par les moyens qui sont à votre disposition pour bah voilà quoi, parce que vous avez payé pour avoir une copie, donc finalement en avoir une, en avoir deux, du moment que vous revendez pas le truc derrière, c'est bon. Mais il faut avoir acheté le truc. Moi, j'ai une petite question concernant Dune, Mhm, parce que je sais que ce n'est pas le premier film qui porte ce nom-là. mhm. Est-ce que tous les films Dune traitent du même sujet? Est-ce que c'est un truc de science-fiction? Alors oui, à part s'il y a d'autres films qui te parlent du désert du Sahara et qui ont Mais décidé il de y avait s'appeler un comme ça, Dune de mais David Lynch. voilà, le Dune de David Lynch, c'est une adaptation du même roman de Frank Herbert, roman qui est déjà une référence absolue dans la littérature de science-fiction, et même dans la littérature, disons, populaire moderne, quoi. C'était une adaptation, mais faite différemment, c'est-à-dire déjà le Dune de David Lynch, il adapte tout le premier roman en un seul film qui dure genre 2 heures, ce qui est extrêmement casse-gueule parce que c'est un univers qui est extrêmement dense, il y a énormément de choses à comprendre, de jeux politiques entre machin, bidule et trucs, et tout ça, donc
c'était le film en un seul film c'était assez casse-gueule et du coup bah, le film de Lynch s'est un petit peu cassé la gueule même si il a ses qualités aussi mais c'est chaud quoi. Et le film de Villeneuve, lui, du coup, il s'est séparé en deux. Donc, t'as la première partie qui est sortie là, et ils ont donné le feu vert pour la deuxième partie qui sortira, je crois, en 2023. Ah, il y a une deuxième partie, d'accord. Ouais, c'est ça. En fait, il a pris le premier roman et il l'a coupé en deux parce que c'est vachement plus pratique pour la narration, pour pas perdre les gens. Même si j'ai parlé avec quelques gens qui ont vu sans avoir de connaissances préalables sur l'univers de Dune et qui étaient un petit peu paumés aussi, quand même, je veux dire. Donc bon, moi comme j'avais déjà vu celui de Lynch, c'est bon, j'avais tout, il n'y avait aucun souci, j'étais absolument pas paumé. Après, sans savoir, visiblement, ça peut dérouter un peu, donc je sais pas. Regardez vite fait, je sais pas, introduction. Je suis sûr qu'il y a des vidéos YouTube très bien qui vous donnent une introduction en 3 minutes à l'univers de Dune pour pouvoir se repérer et dire ah oui, eux c'est ça, et eux c'est ça. Mais voilà quoi. Tiens, je vais profiter pour, comme tu parles de Dune en même temps, parce que le mois de novembre est un mois, on va dire, assez creux en point, enfin, creux, c'est pas qu'il est creux en sortie ciné, c'est il est moins intense que le mois de décembre qui se prépare, où il y a toujours des grosses sorties à Noël. Donc, je vais faire un tour sur Allociné, parce que là, pour le coup, je n'ai aucune Ouais. idée de ce qui peut, Ouais, je sais même pas les donc, films à l'affiche, les films à venir. Il y aura le Matrix 4 au mois de décembre, mais ça c'est pareil, comme on fait des débats tous les premiers mercredis, jeudi de chaque mois, on pourra toujours reparler. Donc du coup, juste pendant que tu cherches, je finis sur Dune, j'avais un truc à dire, ouais, c'est que voilà, j'ai dit ça un petit peu. Et donc déjà, bon, la deuxième partie en 2023, du coup c'est un peu dommage qu'ils aient attendu le succès du premier film pour donner le feu vert sur le deuxième, parce que du coup ça prend directement la suite, tu vois, c'est une seule histoire coupée en deux, mais du coup il va falloir attendre 2 ans pour la voir, donc c'est un peu relou, tu vois, c'est pas comme plein de films en plusieurs parties où ils tournent les plusieurs parties en même temps et comme ça ils savent qu'ils peuvent les sortir celui-là un an, celui-là l'année d'après ou 6 mois plus tard ou quelque chose comme ça, tu vois, comme ils ont fait pour le Seigneur des Anneaux par exemple, qui permet aux gens que ce soit encore frais quoi. Et mais sinon, le problème qu'il va y avoir, c'est qu'il va falloir qu'ils reconstruisent une attente pour le deuxième film, pour la deuxième partie du film. Voilà. Mais sinon, voilà, il reste très bien. Et pour donner un peu une idée de la qualité du truc, il y a un truc intéressant, c'est que c'est un univers de science-fiction, mais avec des côtés assez, comment dire, pas tellement futuristes. Genre par exemple, en fait, la plupart des combats, c'est des combats à l'épée, parce que dans cet univers, ils ont tous des boucliers en champ de force qui te recouvrent le corps et qui bloquent tous les objets qui vont trop vite en fait. Donc une balle de pistolet, c'est mort, elle s'arrête. Un coup de massue, c'est mort, il s'arrête. Mais par contre, tu viens avec une dague et tout ça, tu peux y arriver. Et j'ai regardé tout à l'heure une vidéo d'un gars qui s'y connaît en arts martiaux, justement, historique, combat à l'épée, à la hache, au couteau et tout ça, et qui explique que, en fait, compte tenu de la présence du bouclier, ce qu'on voit dans le film, c'est complètement ce qui est logique par rapport à ça. Donc il y a une bonne réflexion là-dessus. Ça mérite d'être salué, tu vois, par rapport à des fois des films qui sont en mode ouais ils combattent avec une épée comme ça, même les sabres laser ou tout ça, où tu te dis ouais bah au final ils copient les styles un peu historiques de combat, mais en vrai compte tenu de ce qu'ils ont à disposition ils devraient pas faire comme ça. Là pour le coup quand tu réfléchis ils font complètement comme ils devraient, donc il y a un côté un peu réaliste dans cet univers complètement complètement ouais à la fois futuriste, mystique et tout ça qui rend un côté intéressant et tout, et donc c'est ce qui en fait un très très bon film, je le répète encore une fois. Donc allez le voir si vous ne l'avez pas encore vu pendant qu'il est encore en salle, profitez-en. Donc vas-y, les sorties en novembre. On va revenir vite fait sur Barbac, parce que j'étais sur les sorties ciné justement. Alors Barbac, parce qu'apparemment c'est un film qui devait peut-être même 27 octobre. Ah oui, donc ça fait 15 jours aujourd'hui qu'il a l'affiche. D'accord. Déjà. Oui, puis il a une bonne critique apparemment. Il a 3 étoiles facilement. Hein. Et il a l'air d'être dans pas mal de salles. Bah à voir. Je regarderai le teaser un autre jour. Par contre, aujourd'hui, il y avait alors 2 sorties intéressantes. La première, c'est Aline, donc où notre Valérie Lemercier prend un hommage poignant à Céline Dion. Ouais.
Et puis, il y avait Ah bah Marc. également, parce que je vais pas revenir sur le 3 novembre, les sorties qu'il y avait. Si, il y avait le Jacques Audiard, le 3 novembre, les Olympiades. Et puis, il y Ah oui, avait j'ai entendu parler de celui-là. les Éternels aussi. Après, Ah c'est oui. Alors les... si on chantait, bah, il y a Hmm, d'ailleurs pas mal de comédies musicales. Si on hmm. chantait, et puis là, Aline. Alors, Mais je vais juste dire un mot dans sur le les 3 novembre, je ne éternels. vais pas faire de détails. Sur les éternels, Je du sais pas. coup, je vais juste dire un mot. Bon, sur les Olympiades, j'en ai entendu bien, mais voilà, je pourrais pas aller dans les détails. Sur les éternels, donc c'est le dernier Marvel. J'ai pas encore vu. Il faudra que j'aille voir un de ces jours. Il est apparemment assez bien accueilli par les fans. Et ce que j'ai trouvé assez marrant, c'est qu'en fait, j'ai vu quelques débats un petit peu sur le sujet, notamment sur le groupe Facebook Nerdship Cinéma. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que il y a, comme toujours, des gens qui en disent du bien, des gens qui en disent du mal. En fait, il y a les gens qui sont allés le voir, qui en disent du bien, qui disent ouais, c'était cool et tout. Et il y a les gens qui en disent du mal et qui disent que du coup, ils vont pas aller le voir. Mais du coup, ils en disent du mal, mais ils l'ont pas vu, et ceux qui l'ont vu, eux, ils disent du bien. Donc je me dis, ok, il y a peut-être un truc, il y a peut-être qui ouvrent leur tronche alors qu'ils devraient pas à ce moment-là. Donc personnellement, j'irai le voir parce que des fois, t'en as même des fois, t'as même des gens un peu qui déforment les trucs qu'ils entendent sur le film. Inconsciemment, ils le déforment pour que ça colle à leur idée qu'il faut pas aller le voir. Mais du coup, bah moi je vais y aller clairement. Mais voilà, du coup, on en reparlera sans doute au prochain débat quand je l'aurai vu, et peut-être d'autres. Je vais vous parler d'autres sorties, mais il y a un documentaire là de Issa Maïga, Marcher sur l'eau, donc ça se passe au Niger. Elle va parler du réchauffement climatique et puis bah comme c'est dans des airs, ce sont les pays africains ont du mal à avoir de l'eau. Il y a une vie démente, il y a une comédie apparemment très piani, bah, c'est d'être italien. A Good Man, le fameux Haute Couture avec Nathalie Baye. Et Pascal Arbillot, et je crois que Pascal Arbillot, normalement, et c'est une actrice française également, voilà. Mais surtout, parce que je voulais finir par ça, ce qui sortait, grosse sortie aujourd'hui, et en plus de Aline, c'est Cry Macho, c'est le dernier Clint Eastwood. Et Ah, j'en ai entendu parler, quand oui. tu tapes Clint Eastwood, donc là c'est un western, tu tapes Clint Eastwood, le bonhomme, il a 91 ans, puisqu'il est du 31 mai 1930. 66 ans de carrière, sans film et série, 16 prix. Je crois que c'est le dernier des gens là-bas aux États-Unis. Hein. Mhm. Je crois qu'après lui, pour avoir des grands, bah, il y a encore Terence Hill, à la limite Terence Hill, mais avec Mhm. l'époque de Bud Spencer, Terence Hill, c'était un autre type de film parce qu'il faisait des westerns, il faisait des comédies policières et des comédies tout court d'ailleurs. C'était souvent axé comédie, même s'ils étaient en flic ou en cow-boy. On appelle Trinita, Plata, tout ça, c'était donc oui, ça c'est encore un autre débat, mais parmi les derniers géants, le Clint Eastwood qui nous sort un cry macho, bah écoute, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Ça parle de D'un macho qui pleure. ouais. Non, c'est une star déchue du bike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible, se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l'amener jusqu'au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé. Ça a l'air d'être sympa. Mais vous imaginez quand même que le bonhomme a 91 ans, Mhm. il réalise encore des films. Puis là, en plus, il réalise et il joue. Et Parce il que joue en plus, ouais. dans ces dernières années, on l'a vu réaliser le fameux Sully avec Tom Hanks qui était basé, je crois, sur une histoire de catastrophe aérienne. Il y avait eu en 2010 avec, comment il s'appelle, que j'aime bien, Matt Damon, une espèce de biopic sur Nelson Mandela. Mhm. Avec ben, enfin, pas sur Nelson Mandela, mais quand il y avait la Coupe du Monde de rugby en Ouais, 95 en Afrique du Sud, ouais, il ouais, était je tout sais plus juste comment ça libéré s'appelait. depuis 90. Mhm. Comment c'était déjà? Bref. Ouais, comment ça s'appelait ça? Enfin, il a fait que des films puis des pointures, quoi, des super films, Matt Damon. Je vais regarder vite fait, c'était quoi le... Matt Damon qui lui a Invictus. 51 ans. C'est Invictus, le Euh, film. Invictus, merci. Matt Damon, d'ailleurs, il avait sorti un film récemment qui s'appelle Stillwater avec Camille Cotin, actrice qui a été révélée au départ par Canal+, et sa mini-série Connasse qui est devenue aussi après un film. Et puis la série 10%, surtout 10%. Stillwater, c'est un Américain qui cherche sa fille kidnappée à Marseille.
Donc depuis le tournage, il est devenu fan de l'OM. Merci Matt, c'est gentil de me faire la... Là, il aime l'OM, c'est normal, c'est un mec bien, il a des bons goûts. Mais il y a une partie du film qui a été Coupé, tournée, il y a le PSG qui va nous ban de Twitch. Le PSG nous bannit de Twitch, bah, On sait j'ai pu jamais, voir le le Qatar, ils Classico sont récemment. forts. Hein. Oui, c'était une belle ambiance, mais ça, pour le coup, c'était un match où les deux équipes se sont neutralisées. Ça, voilà, c'est tout ce que, bref, c'est tout ce que ça donnait. Mais oui, On il y vous a des retrouve bons demain films, pour le ouais. débat football. Pour Bah, il y a compléter pas d'assos celui-ci. sportive Remarque, on pourrait faire, tu sais, on pourrait faire des débats à thème, un coup les films sportifs, un coup les films qui parlent sur la cuisine, un coup, on pourrait aussi, Ouais, hein. pourquoi Mais pas. comme il en faut pour tous les goûts, qu'à chaque fois qu'on parle de tous les films, Mm. là, Clint Eastwood, si on pourra revenir à son crime macho, c'est son domaine de prédiction, c'est le western. Mm. Ah. Ah, c'est sûr, hein, ça compense en premier. Mais ouais, on sait jamais, Et peut-être qu'un de ces quatre on fera des débats, je sais pas, en partenariat avec des assos sportives, une asso de quelque chose, pour aborder des sujets moi, un peu spécifiques. j'ai un copain, faudrait que je lui en parle, on se connaît depuis l'école. Il rêvait d'être projectionniste et il est devenu projectionniste d'ailleurs au cinéma Olympia Dijon. Donc faudrait que je l'appelle, un de ces quatre, s'il est dispo, qu'il débatte avec nous, qu'il nous parle de son métier, qu'il Bah nous ouais, parle écoute. de... Il a connu une période où on mettait encore des bobines. Et aujourd'hui, quand on te passe un film, bah, c'est numérique, t'appuies sur un bouton, ça lance le film. Il avait fait une école de projectionniste à Paris et il supervisait même les examens des générations actuelles, enfin, qui veulent devenir projectionnistes aujourd'hui. Mais le métier de projectionniste tel qu'on l'a connu, s'il y a encore des vieux cinémas qui tournent, des vieilles salles avec des bobines, tout ça. Alors il y en a encore un à Paris apparemment où on y diffuse encore des films X. Il y en a plus qu'un avec les vieux tickets, comme les tickets qu'on voyait dans le ticket de cinéma qu'on voyait dans Last Action Hero, là, le vieux ticket. Il y en a encore un qui diffuse des films X ou érotiques, tout ça dans Paris. J'espère que tous ces petits cinémas indépendants survivent à la crise du Covid parce que c'est pas simple pour tout le monde. Mm. Donc je lui en parlerai. Ce serait intéressant de l'écouter à l'occasion. Ouais, bah écoute, ce serait sympa. Et sinon, dans Et les... puis lui montrer notre court métrage quand il sera terminé Ouais, dans la dèche. c'est ça. Il dirait d'aller rejoindre 20 Jump City sur YouTube. Tiens. Exactement. Ouais, Et sinon... Dom, toi, je voulais te demander à Master, la salle de cinéma, c'est un petit complexe, c'est un gros complexe Bah, c'est une salle et c'est géré par une assos. Ah, donc c'est un cinéma Ouais, associatif. si. Ouais, Ouais, on est c'est sur du... Vidéoval qui s'en occupe, c'est la communauté de communes avec la vallée de Vincennes. Moi, à Dijon, j'ai connu, comme j'ai fait mes études à Dijon, quand on était au lycée, à l'internat, les internes, on nous avait des tableaux chaque semaine de listes de films d'ailleurs qui sortaient, en général, puisqu'ils sortent le mercredi. On votait pour le film qu'on voulait aller voir, et le film qui avait le plus de votes, on y allait. Et puis, ils allaient au Darcy, qui était le cinéma le plus proche, en haut de la rue de la Liberté. Mais donc, il y a l'Olympia, qui était anciennement le Gaumont. J'ai connu même la Grande Taverne. Donc, en fait, la Grande Taverne et le Gaumont ont fusionné pour devenir ce qui est devenu l'Olympia. Ça a été tout le quartier vers la gare à Dijon, ça a été bien refait. Après, il y a le Cap-Vert à Quetigny, évidemment. Il y avait il y a le Deux Vosges, je crois, qui existe encore. Et puis, parmi les petits cinémas indépendants, il y a l'Eldorado, qui est pas loin de la rue Luxon. On y passe vraiment des films très indépendants, des petits films. Je me souviens quand j'allais au sport avec le lycée, quand je passais devant, je voyais les affiches, des films souvent qui étaient en concurrence à Cannes ou dans des petits festivals aussi, Berlin, Venise. Et c'est dommage que ces films-là, enfin ces complexes-là, sont voués avec le temps, à mon avis, à disparaître. Enfin, j'espère qu'ils survivront, honnêtement. On peut pas se passer de cinéma. Enfin, je trouverais inconcevable qu'un jour on nous passe tout par les plateformes qui se sont fait du Non, mais beurre ça, sur c'est le. pas à la limite, ce sur le serait coup. chiant, mais ça permettrait à des gens de se réunir et puis de faire des salons participatifs avec, bah, comme il y a aux ateliers du cinéma. Tu mais des Mm. putains de banquettes, des tables, de la charcuterie, un putain d'écran, puis basta, t'as pas besoin d'un. Oui, Toi, t'as après, il fait peut y avoir l'overdose de souvent... Cyrano, toi.
Non, mais j'ai regardé la traversée de Paris quand elle était passée dans. Ah, la traversée de Paris avec le jambon, mais oui, il y avait déjà Mais un jambon ouais, là-dedans. justement, Mais il y avait oui, de la c'est vrai, je l'ai vu. charcuterie. Ça, vous allez Mais voir, oui, le prochain tu sais 48 que heures, ce l'objet film a imposé, deux ça va être le différentes. jambon. On va plus savoir quoi Ah faire. oui, thème imposé, le jambon. D'ailleurs, il y avait un film que, comment elle s'appelle, Anne de Petrini, qui était l'ex-femme ou la femme de Ramzi Bedia, je crois. À l'heure actuelle, je veux pas dire de bêtises, ils sont encore ensemble. Avait fait, il s'appelait, comment, Y est-ce qu'il a-t-il du reste jambon? Ouais. Ouais, ouais. Est-ce qu'il reste du jambon? Donc, je sais Ouais. pas de quoi ça parlait. C'était un film qui a au moins 15 ans. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport à la traversée de Paris, donc ce film que j'ai vu, ça fait un petit moment déjà, ça fait 6-7 ans, a deux fins différentes. Ok. Et je veux pas dévoiler les fins, mais elles sont vraiment différentes. Pour le coup, c'est vraiment voilà. Mais les deux fins différentes, c'est-à-dire il y a deux versions du film qui circulent. Il y a quoi? Il y a Bah, c'est-à-dire que une version scène finale réalisateur, du une film, version. la scène finale du film, il y a une scène finale où, d'ailleurs, j'ai été obligé d'en parler malheureusement. J'ai appris ça il y a 2 jours. En fait, tout le monde qui pensait, comme moi, le premier, on pensait tous qu'il y avait 3 fins différentes qui avaient été tournées pour le Mourir peut attendre. En fait, c'était du pipeau. Il n'y en a eu jamais eu qu'une de tournée. C'était juste pour faire du vent. Par contre, la traversée de Paris a eu une fin heureuse et une fin triste. Voilà, grosso modo. Et j'ai vu les deux fins. Mhm. Voilà. Ok. Et après, ça dépend parce que c'est pareil, des films, des films anciens comme ça, des fois sont restaurés, vous savez, avec le temps, les bobines sus, tout ça. Donc la traversée de Paris, moi, c'est quand même un film où on voit De Funès qui est tout jeune, et puis on voit, Jean-Pierre. c'est la réplique mythique. Mais il y avait Gabin et Bourvil. Je veux Ouais, 10 000 c'était francs, sympa. janvier, 10 000 francs. Janvier. Tu te Ah, calmes, mais dame. tu sais, c'est que De Funès ne se laisse pas démonter. Parce que Gabin, il est impressionnant quand même. Mais il s'est pas laissé impressionner. Belmondo, pareil, j'ai vu un Singe en hiver. Au départ, je vous jure, quand ils ont commencé à tourner un Singe en hiver, t'as quand même, donc, Jean Gabin, c'était le pape du cinéma. C'est-à-dire que à son époque, même en vieillissant, où il jouait, bah, tu sais, les acteurs, c'est marrant parce que on dit toujours, on met des actrices dans des clichés. Bah, un jour, c'est une jeune bombasse, le lendemain, c'est une mère de famille, le lendemain, bah oui, mais à un moment donné, tu vieillis, donc tu vas jouer les rôles avec ton âge aussi, hein. Sauf si tu t'appelles, comment elle s'appelle déjà, Jamie Lee Curtis, et puis que tu fais un film où tu es dans le corps de ta fille, là, Freaky Friday, ça s'appelle une comédie, là, puis vice versa. Mais ce que je veux dire, c'est que les acteurs y en vieillissant, Gabin, ça a été toujours ça, il avait les rôles adaptés à son âge. Donc, dans Un Singe en hiver avec Belmondo, les premiers jours de tournage, je le sais pour l'avoir lu quelque part et pour des documentaires qu'ils ont consacrés à Bébel, c'est que il y en avait un au départ qui était assis dans son coin qui lisait son journal, l'autre qui lisait l'équipe, et puis un jour, donc à l'écran, je crois que la première scène qu'ils ont tournée ensemble, c'est la scène du bar où ils sont bourrés. Dans le film, tu les vois complices dans le film, mais en dehors de ça, ils s'adressaient très peu la parole. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, Belmondo, il a amené un ballon de foot, et il a commencé à taper dans le ballon, et le ballon, il a atterri au pied de la chaise d'acteur de Gabin. Puis là, il s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'il va le prendre? Et en fait, de ce jour-là, ils se sont mis à... l'autre, il a pris le ballon, il a commencé à jouer avec lui, et puis ils sont devenus des super potes. Et donc, à la fin, Gabin a adoubé Belmondo, qui était la génération montante des années 60. Tout simplement. Comme Belmondo a adoubé par la suite Jean Dujardin en disant que c'était son fils spirituel. C'est vrai que Jean Dujardin a une belle carrière depuis plus de 20 ans maintenant, Ah oui, mais les générations Belmondo et avec Delon, son pote Delon, comme il y a eu avant, ça se fera plus. Tout le conservatoire était super potes. En règle générale, c'est un petit peu, bon, on est une petite association, tout ça, on tourne des films, on est toujours quasiment les mêmes têtes. Et ben, à l'époque où Belmondo faisait ses films, il voulait toujours qu'il y ait ses potes du conservatoire. Ouais, je comprends. Et quand tu regardes les films policiers qu'il a fait ou les comédies, il y a toujours
Et ça, et à l'époque, bah, les mecs, ils tournaient leurs films, c'était pour eux des vacances. Et Belmondo avait toujours à l'esprit, il dit quand je vais tourner un film, je veux que tout le monde puisse s'amuser, que ça soit la grande déconnade, qu'on n'ait pas qu'on n'aille pas tourner pour se prendre le chou, être stressé par on n'a pas réussi une prise. C'est pas grave, on la recommence. Et d'ailleurs, puisque tout à l'heure j'évoquais comment il s'appelle Clint Eastwood, j'ai appris, mais pas plus tard qu'aujourd'hui, une déclaration de Spielberg qui dit que Clint Eastwood, quand il tourne un film en tant que réalisateur, il ne tourne pas plus de 2 prises avec les acteurs. Et s'il voit qu'à un moment donné, il faut qu'il tourne 3, 4 prises, les acteurs, ils sont super préparés pour tourner. C'est là qu'ils commencent à se dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on tourne déjà 3 prises? Alors qu'il en veut pas plus de 2. Et en règle générale, il met des caméras un peu partout. Quand on a les moyens, on peut voir voilà, des caméras qu'on met un peu partout. Et puis après, il choisit son angle de vue, ses angles de vue. Ah, tiens. Donc voilà, c'est des leçons à retenir pour nous plus tard. Si un jour on a plus une deuxième caméra, pouvoir, une seule prise et être bien préparé. C'est qui s'est connecté là? C'est Dorian. Il met pas sa caméra probablement parce qu'il est torse nu et. Exactement. Ah, il a retenu Pourquoi la tu leçon. voulais regarder? Non, c'est juste que si ça Non, n'avait pas non. été le cas, j'aurais voulu la caméra, mais là du coup tu peux rester comme ça, c'est très bien. Je vais pas rester longtemps parce que là c'est la pub, il y a Johnny English. Ah, Qu'est-ce que tu regardes de beau? Johnny English. Johnny English. Ah, Johnny English. Ah oui, Ouais, c'est Rowan pas mal. Si. Atkinson, ouais. Ouais, je me rappelle, j'ai vu ça quand j'étais petit. Je me rappelle que ça m'avait fait marrer. Enfin voilà, quand c'est Rowan Atkinson, c'est un peu obligé. C'est Mr Bean. C'est ça, c'est ça. Sinon, c'est quoi le sujet qu'on évoquait tout à l'heure? Ah oui, les films avec du coup plusieurs fins qui existent, parce que du coup, ouais, on parlait tout à l'heure c'était quoi que tu disais déjà? La traversée de Paris. La traversée de Paris, voilà. C'est vrai que je sais pas, il y a des fois des films comme ça où t'as plusieurs fins et parfois qui changent complètement. Et même des séries. Ah oui, des séries aussi? 24 heures chrono, la saison 1, le dernier épisode, il y a eu deux fins différentes. D'accord. Pareil, une fin heureuse, une fin malheureuse. Après, à voir celles qu'ils ont gardées. C'est ça. Moi, il y a eu 9 saisons, j'en ai vu que 8, faudrait que je voie la 9e d'ailleurs. Voilà, voir ce qu'ils ont. Une journée en enfer, puisque c'est mon die-hard préféré, je crois que c'est le die-hard préféré de pas mal de monde. Tout le monde a toujours en référence le piège du cristal. Il y a une fin qui a été tournée et qui n'a pas été redoublée en français derrière, ils l'ont laissé telle quelle parce qu'elle a été interdite, censurée parce qu'elle était violente, parce que c'est une fin, là, vraiment, quand on voit des scènes de torture comme on a vu dans Casino Royale, aujourd'hui ça passerait, mais en 95, la fin originelle de Une journée en enfer, elle a été refusée pour sa brutalité et pour l'époque, il y a 25-26 ans, on peut comprendre. D'ailleurs, dans mes DVD, tu dois avoir récupéré, Corentin, les Die Hard, et je l'ai. J'avais les collectors des Die Hard. Donc la fin bonus, elle y est sur le deuxième DVD. D'accord. Alors moi, un film qui n'a pas eu deux fins différentes, en fait, qui est un film qui est pas très connu du tout. Pour vous raconter un peu l'histoire, c'était quand j'étais à Grenoble, donc étudiant en école d'ingé. Je connaissais des gens en école de commerce parce qu'on faisait du théâtre. Il y en a une qui qui faisait comme stage attaché de communication, enfin voilà, pour un film qui s'appelait Tadzeka, T-A-2-Z-E-K-A, qui raconte l'histoire d'un jeune homme marocain, je crois, qui a un talent pour la cuisine. Il cuisine dans un petit troquet de chez lui, quoi. Et un jour, et les passionnés de la cuisine française, les grands cuisiniers et tout ça, un jour t'as un grand cuisinier français qui passe par son village, dans son troquet, qui en prend à manger, donc lui, il fait la meilleure bouffe qu'il peut, tout ça, puis à la fin, il le rencontre pour lui dire je suis un grand fan et tout ça, et le gars lui dit bah franchement, viens en France, je te fais rentrer dans mon restaurant, y a pas de problème et tout. Faut que je réfléchisse à ce que je dis pour pas en raconter trop non plus, mais bref, ensuite, tu le retrouves quelques années plus tard, le gamin marocain est allé du coup en France, il est pas du tout, le gars l'a pas du tout accueilli dans son restaurant, du coup il est dans la dèche hein, pour utiliser nos titres. Voilà, et puis bon, je vous passe les détails, mais à la fin, il arrive quand même à s'en sortir et à devenir un cuisinier reconnu. Il obtient même un article dans le journal où il est à côté de son idole d'avant. Et en fait, à la fin du film, bon du coup je raconte, mais c'est pas plus grave que ça, je dirais, c'est dans le déroulé qu'il est bien le film. Le jeune cuisinier du coup revient dans son village d'enfance avec son truc encadré, là, son article de journal et tout.
Et voilà, il retrouve son, je sais plus, son père ou son oncle ou je sais plus quoi, je sais plus qu'on avait vu plus tôt dans le film et tout. Et t'as le dernier plan du film où il repart en fait pour retourner en France vers sa nouvelle vie. Et du coup, le réalisateur, donc pour reprendre le contexte, j'étais allé voir donc cette séance en avant-première sur conseil de la copine donc, qui faisait le truc, et il y avait le réalisateur et deux trois personnes de l'équipe du film qui étaient présentes ce soir-là, du coup qui venaient à la fin de la séance pour en parler un peu et pour répondre aux questions. Donc ça c'est vachement cool si vous avez l'occasion de faire des trucs comme ça, même un film où a priori vous savez pas trop, vous n'êtes pas passionné à l'avance, mais c'est pas grave, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de gens qui ont travaillé dessus juste après l'avoir vu. Et le réalisateur, qui avait une expérience de monteur et qui a fait une bonne partie du montage du film lui-même, nous avait expliqué qu'en fait, il pouvait complètement changer le sens de tout le film juste en changeant un plan, c'est-à-dire en enlevant le dernier plan où on voit le cuisinier qui retourne en France. Parce que si t'avais pas ce plan, le spectateur comprendrait que bah il est resté, voilà, il a accompli son rêve, maintenant il revient au pays et tout ça. Et ça change complètement le sens du film du coup, de savoir s'il va repartir vers sa nouvelle vie ou de savoir s'il va revenir vers son village d'enfance. Et à un seul plan comme ça, tu peux entièrement changer le sens d'un film et ça je trouve ça génial. C'est pour ça que je voulais raconter cette anecdote parce que vraiment... aussi en tant que monteur, Dom, on se comprend. Oui, c'est vrai que c'est une grosse tâche et c'est on peut parler de Pulp Fiction quand il a été refait, remonté dans le sens normal, il est complètement what the fuck le film. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, qu'ils avaient essayé de le, quelqu'un avait essayé le film, tu dis mais what the, c'est quoi cette histoire, de le ressortir et en fait, ouais, bah le montage, voilà, c'est pour ça que j'ai envie un peu de sonner notre heure de gloire, c'est qu'il y a des fois où le montage, c'est pas juste raccorder les morceaux qui ont été filmés dans l'ordre de ces machins et amener le truc, c'est vraiment une étape où on peut apporter quelque chose au film, voir le changer, voir pour citer les exemples où le montage change tout, le gros détournement. C'est uniquement des images qui ont été tournées dans des films tout à fait sérieux et tout à fait voilà avec John Wayne et tout ça, et juste avec le montage et en mettant d'autres doublages, mais le film a plus rien à voir, ça devient un chef-d'œuvre d'humour absurde, ça change absolument tout. Donc ouais, je sais pas si vous avez d'autres exemples en tête de films comme ça où le montage, donc on parle de Pulp Fiction déjà, oui, mais d'autres. J'ai un exemple. Alors pareil quand tu en seras, la dernière fois t'étais venu chez moi, t'avais regardé Octopussy. Quand tu en seras j'espère qu'on aura l'occasion de voir les derniers Bonds en fait ensemble. J'avais dit qu'on en parlerait plus, mais allez, vas-y, c'est bon, lance-toi. Non, en fait, c'est sur la scène d'ouverture, dans Le Monde ne suffit pas. Elle est dans les bonus, la scène. Donc elle n'a pas été doublée. C'est des scènes en fait qui sont coupées au montage parce qu'elles ne servent pas forcément l'intérêt du film. Et celle-ci en fait, s'il l'avait gardée, c'est un peu comme ce que tu racontais tout à l'heure. S'il avait gardé au montage cette scène-là, on aurait tout de suite compris le pourquoi du comment dans cette scène-là. Donc je te raconte, quand on regardera le film ensemble, à la fin du film, je t'en reparlerai. Déjà, c'est mon bon préféré. Et ensuite, c'est vrai que quand tu sais la scène coupée qu'ils ont fait, qui est dans les bonus, tu te dis, ah oui, effectivement, valait mieux qu'ils agissent comme ça. Sinon, ça aurait pas rendu la suite intéressante, en fait. Rien que pour un plan, ça laissait 2 heures de film inintéressant. Ouais. Ouais, c'est fou des fois, ces choses-là. Et aussi pour revenir, encore un autre exemple qui me vient, c'était pour donc là plus sur le côté la fin du film, les fins alternatives, mais en un sens voilà, les deux étaient tournés, c'est au montage qu'ils ont décidé. C'est Blade Runner qui est assez connu pour ça parce qu'il y a plusieurs versions qui sont sorties. Je crois que c'est un film qu'à mon âge et j'ai jamais vu aussi ça. Ouais, bah, comme ultime. Franchement, ouais, c'en est un que je recommande. Après voilà, ouais, Blade Runner en fait, bon. Pour faire très brièvement l'histoire, j'avais déjà parlé je crois dans le dernier débat, mais c'est dans un futur un peu proche où tu as ce qu'on appelle des réplicants, c'est-à-dire c'est comme des humains mais créés artificiellement pour servir en gros d'esclaves. Et t'en as des fois quelques-uns qui se rebellent et tu as une unité de force de l'ordre spéciale qui s'appelle les Blade Runner
dont le héros du film joué par Harrison Ford, qui sont chargés de retrouver les réplicants qui sont en situation irrégulière et de les mettre à l'arrêt, hein, c'est-à-dire paf, bastos dans la gueule, parce qu'il y a que ça de vrai, quoi. Et en fait, au cours du film, on te laisse vaguement quelques indices qui te disent que, au fait, est-ce que le héros du film lui-même pourrait pas être un répliquant sans le savoir, tu vois, parce qu'on a dans le film un personnage qui est un répliquant sans le savoir, et du coup on se demande, mais en fait, du coup les autres personnages, est-ce qu'il y en aura pas d'autres qui sont répliquants et qui ne le savent pas? Et en fait, t'as une première fin du film qui avait été utilisée à sa sortie, je crois, qui clairement partait pas du tout dans ce délire-là et qui faisait un happy end en mode bon bah voilà, hein, c'est bon, le héros c'est un héros, il est humain, il est tout à fait normal comme tout le monde et tout, et la vie est belle et cuicui les petits oiseaux. Et par contre, tu as une autre fin qui est celle qui est la plus reconnue aujourd'hui, c'est celle que favorise le réalisateur, Ridley Scott, qui elle laisse vachement plus le doute parce que t'as justement un plan où il tombe sur un truc en sortant de chez lui, je vais pas raconter le truc, mais il tombe sur un petit objet qui évoque le fait qu'en fait il ne serait jamais qu'un genre de machine entre guillemets, même si contrairement à ce que j'avais dit par erreur dans le live précédent, c'est pas des machines, mais ils ont un côté programmé un peu. Et du coup, il se rend compte que ouais, en fait, il y aurait complètement moyen que ce soit ça. Et le film se termine là-dessus, sur ce doute. Doute qui est complètement du coup éludé dans le Blade Runner 2049, parce que comme ils prennent la suite, du coup ils tranchent un peu sur cette question. Alors, justement, puisque tu évoques la suite, parce que Blade Runner, j'en ai vu aucun des deux, ça me fait penser au fameux Tron et Tron l'héritage. Ah oui. Et je voulais, par rapport donc les deux Blade, est-ce que deux questions. La première, est-ce que le Blade 2049, c'est le fameux Denis Villeneuve qui a fait le fameux Dune dont tu parlais? Exactement, ce même-là. Et est-ce que lorsqu'on prend des films comme ça, dont on fait une suite presque plus de 30 ans plus tard, je crois que ça a été le cas aussi pour Tron, à peu près, ouais. Est-ce que tu penses que ça, à moins que ça soit vachement intéressant pour la suite, est-ce que c'était vraiment dans l'idée de faire ça pour du pognon ou de raconter vraiment une belle suite et que ça rende le film, en fait finalement ça fait un diptyque de films qui étaient super et dont on a attendu la suite pendant si longtemps. Sur les deux exemples de Tron et de Blade Runner, et je dirais que dans les deux cas, clairement c'est pas juste on fait une suite pour faire du pognon, parce que s'ils voulaient faire ça tout simplement ils l'auraient fait 3 ans plus tard quand les fans étaient toujours là. Là ils arrivent 30 ans plus tard, donc c'est une nouvelle génération qui a à conquérir. Je trouve que c'est une manière un peu de refaire le film sans le refaire, plus ou moins. C'est-à-dire d'aller un petit peu dans la même démarche, je sais pas, tu vois, dans la réalisation, ou dans le cas de Tron l'héritage, c'était un peu les effets spéciaux, les effets visuels qui étaient très importants. Dans Blade Runner, c'était l'atmosphère et tout. Pour ces deux exemples-là, clairement, pour moi, il y a une vraie démarche de faire un film juste en reprenant les ingrédients qu'il y avait dans le film précédent et de le refaire selon l'époque un petit peu, avec les évolutions qui viennent avec. Et en fait, je crois que dans les deux cas, tu peux regarder juste le premier sans que ça te manque de pas voir le deuxième, et tu peux regarder le deuxième sans que ça te manque de pas avoir vu le premier. Moi, Tron l'héritage, j'ai vu celui qui est sorti en 2010, je crois. Je t'ai vu à sa sortie. J'ai toujours pas vu celui qu'il y avait avant. Je m'en porte bien. Qui a mon âge aussi. Et voilà, et je m'en porte bien. Je comprends. Il y a quelques références. Tu comprends un petit peu que c'est des références à avant, mais tu comprends très bien le film sans. Tu vois, c'est vraiment une suite assez, qui a une certaine distance. Donc en fait, le film fonctionne bien en lui-même, quoi. Donc pour le coup, je pense que c'est plutôt bien ces suites qui viennent longtemps après, parce que ça les force en fait à ce que le film ait de l'intérêt en lui-même et pas juste à tabler sur le succès qu'il y a eu au box-office, parce que voilà, les fans ont 30 ans de plus, donc tu peux pas miser là-dessus, t'es obligé de miser sur la qualité du film, et du coup j'ai l'impression que ça apporte des meilleures choses. Donc ouais, pour ces suites-là, franchement, enfin dans ces deux cas-là, moi j'étais bien content du résultat.
c'est ouais, la même chose, mais à une époque différente, donc c'est pas la même chose. C'est c'est ça qui est sympa. Parce qu'évidemment, hein, si tu refais Tron avec les effets spéciaux des années 80, bon, il va pas très très bien marcher aujourd'hui, hein. On va pas se mentir. Certains films comme ça, oui, des années plus tard, sont. Mm. Si on refaisait, c'était l'interprète Yaphet Kotto, qui est malheureusement décédé, je crois qu'il est mort cette année ou l'année dernière, qui interprétait le méchant dans Vivre et laisser mourir. C'était le premier méchant noir d'ailleurs de l'histoire des James Bond, et il avait fait aussi un autre rôle de méchant dans la série Agence de risque. Dans une interview, il racontait que le méchant qu'il faisait, donc une interview qui date des années 90, il disait que le méchant qu'il interprétait en 73, personne ne marcherait. Donc l'interview datant de 95, personne ne marcherait aujourd'hui. Mais parce qu'à l'époque, on était en pleine. Ce Bond-là, Vivre et laisser mourir, en fait, a été le phénomène de la blaxploitation, où il y avait pas mal d'acteurs et d'actrices noirs à l'écran que personne ne voulait forcément voir avant parce qu'on se disait, oh, parce qu'ils sont noirs, ils seraient pas bons, ou ils sont pas capables de faire des films. Alors qu'en fait, si, ça a bien rendu. Voilà. Oui, bah, évidemment, oui. Et en plus, c'était une histoire de baron de la drogue, donc c'était la première fois qu'il y avait une histoire de baron de la drogue dans les mondes. Et cet acteur-là, moi j'ai trouvé, quand je l'ai revu après dans l'agence Tourisque, il avait quand même, il avait sa petite organisation criminelle avec lui, et il avait cette capacité à vouloir embêter le monde qui rendait bien, aussi bien dans un film que dans une série. Ouais, bah des fois, ouais, quand t'es bon dans un rôle, tu le gardes. Tu le gardes. Il y en a dans certains des qui sont, univers tu vois, différents. des acteurs, puisque tu en parles, certains qui ont fait quasiment que des rôles de méchants dans leur vie, et qui, bien au contraire par rapport à d'autres qui disent que ça leur colle à la peau et qu'on veut se sortir de ce carcan et de donner autre chose que ce qu'on veut bien nous montrer, et ben ceux-là, ils adorent faire des rôles de méchants parce que c'est les plus intéressants à jouer, en fait. Ouais, c'est Là, vrai c'est un que jour, quand t'as Job Ciné, on fait un film, alors court-métrage ou long, où tu cherches le méchant, je veux bien faire le méchant. bah voilà, si on arrive à faire un truc. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que souvent, enfin, je sais que moi aussi, j'aime bien souvent les rôles des méchants plus que les héros, parce que souvent les héros, ils ont un côté un peu trop droit, tu vois, un peu trop, ben, je suis le héros, donc j'ai Ils un peu sortent toutes jamais les. des clous. Ouais, c'est ça, voilà, ils ont les qualités, ils ont pas les défauts, et du coup, ça me fait ça, par exemple, je sais aussi pour Harry Potter, je trouve que Harry Potter lui-même, c'est un des personnages de la saga qui m'a à la limite le moins intéressé. Bon, il a ses intérêts quand même, mais par rapport à ceux d'à côté qui du coup vont vraiment avoir leur personnalité, leur identité et tout ça, bah lui, il est un peu cloisonné dans son rôle de héros, genre faut que ça reste le héros, tu vois, donc faut pas non plus qu'il... Bah, parce il est l'élu, en fait. En Il est plus, oui, c'est c'est ça, lui alors... par qui pourra sauver le. Après, alors en Mais plus, voilà, quand j'ai réfléchi, c'est pas non plus mal tourné parce qu'il y a quand même le côté, ben voilà, la charge qu'il y a sur les épaules, Ouais. c'est un gamin et tout ça, ce qui d'ailleurs est assez cocasse vu que c'est pareil que Daniel Radcliffe quand il le jouait, quoi, du coup, quand c'était un gamin avec une énorme charge sur les épaules, et du coup il y a un travail là-dessus, mais Ah bah, certains, malgré ça, quand je les regardais, les films. Bon, au final, c'était pas le personnage qui m'intéressait le plus. Des fois, même, il m'énervait parce que, voilà, c'est dans son personnage, il a un petit côté un peu arrogant. Des fois, où je me dis, non, mais là, pour le coup, arrête. Des fois, j'avais envie de lui Putain, il mettre nous un fait une petit coup de Geoffrey, l'enculé, quoi. ouais, pas non plus, mais voilà, des fois, je me dis, putain, mais casse-toi, laisse la place aux deux seconds rôles, là. Laisse la place à Hermione. Tu sais que le gamin qui jouait le rôle de Anakin Skywalker dans Le Menace Fantôme, Ouais, Hayden Christensen, tout à lui, fait. en fait, ce film-là, ça lui a pourri la suite de sa carrière, en fait. Il a pas pu percer. Ouais, c'est Il a vrai. fait quand même, il a joué dans l'épisode 1 de Star Wars, quoi. C'est pas tous les gamins qui peuvent le faire, quoi. Quand tu prends, par exemple, Nathalie Portman, qui avait fait la Padmé Amidala, c'était la princesse au départ, je crois. Oui. Là, C'est ça. elle avait déjà fait Léon, elle commençait à se faire sa carrière, tu vois, elle était une ado. Ce gamin-là, il a 10-11 ans, d'un coup, il joue le Dark Vador enfant, quoi, Ouais, le c'est méchant ça, plus il joue emblématique Dark du Vador, quoi. cinéma. C'est ça. C'est quand même. C'est juste ça.
Et le mec, en fait, lors de la sortie du film, il a pas supporté la pression qu'engendrait ça. Mm. Et après, je crois qu'il a pas refait d'autres films. C'est ça. Donc Jack À Lloyd, l'inverse du gamin qui a fait. Jack Lloyd pour Mais un je nom. crois qu'il a, il a il a fait- subi des harcèlements en plus. Oui, bah forcément. Enfin, t'imagines bien à l'école, au collège, comment ça a dû se passer. Je crois, c'était l'histoire où genre tous les gamins du coup faisaient des bruits de sabre laser dès qu'il passait. Genre, sa vie était tournée autour de ça sans qu'il le veuille. Il a fait quand même un autre film, deux autres films, un autre en 2001, Die With Me, et un autre en 2005, Madison. Donc il a quand même fait deux autres films, mais deux autres films, quand t'es un acteur, quand tu commences à être acteur à cet Quand tu âge-là, c'est passes de rien Star quoi. Wars à autre chose, tu passes à Star Wars, quoi. Dans cet esprit-là, il y a un gamin qui a mon âge, qui est toujours d'ailleurs vivant, Macaulay Culkin. Hmm. C'est le gamin de Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2. Puis il a fait d'autres films par la suite, mais qui étaient nanardesques surtout. C'est dommage parce qu'en fait, il était promis une grande carrière. Il a fait le con parce que certains gamins comme lui et pour Arnold et Willy, celui qui jouait Willy, là, le grand, ils sont tombés dans la drogue, ils sont tombés, puis certains en sont morts d'ailleurs. Tous les acteurs d'Arnold et Willy, eux, ils ont la fille, elle a mal tourné, elle a été pareil, overdose. Le petit Arnold, j'oublie toujours son nom alors que tout le monde le connaît. Bref, ah bah ça y est, j'ai oublié. Toujours est-il que ses parents, c'est eux qui ont profité de sa fortune, quand même, qui se sont fait Lui, il a rien eu, quasiment, il a fini vigile. Et il est mort, je crois, il avait 42 ans, là, il est mort ces dernières années. Ouais, car son star. Je cherche Le personnage que tu cherches, c'est Gary Coleman, non? Ah, merci, Dom. Voilà, Gary Coleman. Ah, Gary Coleman. Voilà. Pas confondre Gary Coleman et Gary Oldman, hein, d'ailleurs. Oui, c'est pas pareil. Je précise juste un truc Mais pour, donc sur, oui, sur pour Jack Lloyd, Daniel ouais. Radcliffe, Mm. je crois que Daniel Radcliffe, son père était dans la production des films, hein, d'ailleurs, de Harry Potter. Possible. Mais il s'est construit sa petite carrière quand même. On a grandi, Ouais, enfin, on ouais. a grandi. Il a l'âge de, je crois je sais pas s'il a l'âge de mon frère, mais sensiblement mon plus jeune frère, il doit avoir 32, 33 maintenant. Les gamins ont grandi avec lui, comme Emma Watson, comme les autres, hein, d'ailleurs. Celui qui jouait Malfoy, d'ailleurs, c'était Oui, Tom Felton. le gamin méchant, alors que dans la vie, ils sont devenus super potes. Ah oui. Oui, il est génial, Tom Felton, dans la vraie vie. Ouais, Tom Felton. Puis tu les vois aujourd'hui, bah oui, moi, j'ai bientôt 40, déjà des cheveux blancs. Les gamins, ils sont plus jeunes, Non, ouais, Daniel Radcliffe, bon, forcément, il s'est fait sa petite fortune, hein, en passant. Oui, voilà. L'avantage, c'est que du coup, il a continué son rôle suffisamment longtemps pour arriver Et puis, il a à fait sa des trucs majorité, riches, finalement, il a et fait pouvoir une pièce de enchaîner. cinéma, une pièce de théâtre où c'est qu'il était nu sur scène, hein, je Oui, crois. Ou un Écluse, film. ouais, pièce où effectivement il jouait à poil. Je sais qu'après il avait aussi joué dans La Dame en Noir, je crois c'était le titre. Enfin, c'était un film d'horreur que j'étais allé voir avec des gars qui étaient même pas vraiment mes potes, mais voilà, c'était des voisins en gros. Et j'étais allé voir. C'était à peu près, je crois que c'est la seule fois où je suis allé voir un film d'horreur au cinéma. Ça m'a pas convaincu d'aimer les films d'horreur, donc voilà. Et ouais, non, il a réussi à se sortir. J'apporte une dernière précision sur Jack Lloyd, le gamin de la menace fantôme. Il a joué un autre film en 2001, et celui qui est sorti en 2005, en fait, il a été tourné en 2000 aussi, c'est juste qu'il a été retardé de plusieurs années pour des questions de production. Donc, Ah ouais. Donc en fait, c'est vraiment 2 ans après la menace fantôme, il a tourné son dernier film, et il s'est dit non, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Et il s'y est tenu. Moi aussi, ça me casse les couilles, là, j'en ai marre. Et à l'inverse, le gamin qui a joué Sixième Sens, qui a Ah, fait Charlie et la chocolaterie, qui aujourd'hui joue dans la série Good Doctor, bah pareil, j'ai oublié son nom. Ouais, je regarde pas la série Good Doctor, d'ailleurs, hein, toutes les séries de médecins, dans les milieux, la seule série dans le milieu hospitalier qui pourrait m'intéresser, que je pourrais suivre un jour, c'est le Freddy Docteur House, Highmore, parce qu'il envoie chier tout le monde, et puis c'est bien de temps en temps d'avoir des personnages t'as dit comme quoi ça. avec Dr House? Freddy Highmore. Non mais, Vincent, c'était toi qui... Ce serait Docteur House. Et là, D'accord, le ouais. gamin donc a fait le sixième sens. Ne jamais confondre d'ailleurs le Sixième Sens et le film Sixième Sens. C'est deux films différents. Hum.
Hein, le sixième sens, c'est un autre film. Le sixième sens, c'est le Shyamalan, Avec c'est le Bruce gamin Willis, qui, et voilà. avec Bruce Willis, voilà. Hein, on va pas dévoiler pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà. D'ailleurs, moi, Oui, bien. pour la petite anecdote, ce film-là, on me l'a raconté au moment où il est sorti, et donc je l'ai vu que des années plus tard, parce que forcément, je savais. Et ça, c'est le genre de film où il faut pas qu'on te le raconte, parce que sinon, Ah non, t'es mort. clairement. Même pas- Tu le regardes plus tard, même en grandissant, je me souviens encore de ce qui se passait dans le film, parce que j'ai une très bonne mémoire. Ouais, ouais. Mais Ouais, non, voilà. Faut savoir qu'il a un bon scénario. à l'inverse, on m'avait raconté Scream 3, et Scream 3, j'avais un peu oublié avec le temps. Et d'ailleurs, c'était pas plus mal d'ailleurs. Mais donc ce gamin-là a fait et la chocolaterie derrière, qui est le premier film que j'ai vu sur Netflix quand j'ai eu Netflix. Et donc là, il fait la série médicale Good Doctor. Donc c'est pareil, Dom, tu vas nous retrouver peut-être le nom parce que j'ai De oublié. qui? C'est comment il C'était ce que s'appelait tu disais, Freddie Highmore, là? Oui. Voilà. Ah, Freddy C'est Highmore, ça. oui. Freddy Highmore. Ouais. Parce que moi, en fait, ouais, j'ai plein d'écrans, du coup, je peux faire plein de trucs. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je te demandais de répéter Dr House, parce qu'au moment où tu disais ça, Dom il était là, Freddie Highmore. Et il appuyait sur le buzzer là. Je sais. C'est Wikipédia qui sait. C'est ça, ouais, mais En parlant de films basés sur des jeux, on nous a refait ces dernières années des films tirés de ce qu'ils appellent des reboots, des remakes, de tout. Enfin non, les remakes c'est différent. C'est quand tu prends un film français pour en faire un film américain et vice versa. non, pas forcément. Jumanji, voilà, ils ont refait Jumanji. Je suis désolé, mais le Jumanji, le vrai Jumanji, c'est 95, c'est Robin Williams, c'est pareil, c'est un acteur comme on n'en fera plus. Hein. J'ai pas tout vu les films d'ailleurs de Robin Williams, mais bon, Madame Doubtfire, de Jumanji, il y a quelques années avec mon père, lui il avait déjà vu Good Morning Vietnam qui est sublime. J'ai vu Hook aussi, que j'ai mis des années à voir alors que j'avais déjà joué au jeu sur Game Boy. C'était quand même un acteur. Le Cercle des Poètes Disparus, voilà aussi, pareil, j'ai vu ça. Je crois que de tous ces Capitaine, films, capitaine. le Cercle des Poètes Disparus, je pense, c'est son meilleur en fait. Et ça a révélé en plus des jeunes générations. À l'époque, en 89, il y avait Ethan Rook. Ethan Rook qui a fait par la suite La Chute du Faucon Noir. Non, j'aime pas cette mode des films. On te ressort un truc. Alors tiens, on va refaire un Jumanji. Alors j'ai rien contre Dwayne Johnson. Hein. Dwayne Johnson est très bon. Dwayne Johnson qui continue de faire des films musclores. Et puis voilà. Je me comprends des films d'action, mais Bah là, dernièrement, c'est pas lui qui a fait Jungle Cruise aussi, ça part totalement Oui, aussi, cool, oui. ce film. Oui, Il y a le d'ailleurs, bateau nazi qui débarque et tout. d'ailleurs, c'est vrai que quand j'ai vu l'affiche de Jungle Cruise, j'ai limite si j'avais un peu la vision floue, je me serais dit tiens, il y a encore un Jumanji, tu vois, il y a Dwayne Johnson, ça commence par Ju, ça se passe dans la jungle. C'est encore un Jumanji, ils en refont encore. et puis, puisqu'on évoquait Netflix il y a 2 minutes, parce que les sorties ciné maintenant, c'est aussi les sorties ciné sur les plateformes. Là, donc en septembre de l'année dernière, il y avait Olivier Marchal qui avait sorti Bronx, qui devait sortir à la base au cinéma, qui était coproduit par la Gaumont. Donc il y a eu le fameux deuxième confinement, qui fait que du coup il a bien fait de le sortir sur Netflix parce que le film a cartonné. Et là, il y a 15 jours, 3 semaines de ça, j'ai vu le nouveau Danny Boone, 8 rues de l'humanité, qui est une comédie, Danny Boone, c'est quand même quelqu'un qui a son style à lui, même en tant que réalisateur, il fait des comédies, alors il a suffisamment rendu hommage au Nord comme ça avec Bienvenue chez les Ch'tis, puis il y a 3 ans La Ch'ti de famille. Malgré tout, quand il fait des sujets autres que le Nord aussi, il fait des trucs. Donc le Juste 8 une crues de question. l'humanité, en fait, c'est Juste un l'histoire doute, d'habitants. rien à déclarer, il l'avait réalisé ou il a juste joué Ah, dedans? Rien à déclarer, c'est son meilleur film. Pour Ouais. moi, le Rien à déclarer avec Benoît Poelvoorde, Poelvoorde. où c'est la frontière franco-belge, juste avant le passage à l'euro, enfin à l'Europe en 92-93, Ouais. c'était c'était ça, Ouais, je demandais parce que c'est son meilleur. en soi, on Rien à est déclarer. aussi un peu dans la thématique du Nord, hein, je veux dire frontière franco-belge, voilà. Oui, mais voilà, on est on est dans la thématique du Nord, d'accord? Sauf que là, c'est avec la douane belge. C'est parce que du jour au lendemain, en 93, il y a eu l'Union européenne qui s'est mise en place. On a
ouvert les frontières intramuros entre les nations de l'Union européenne. L'idée était bien trouvée. En plus, c'est des comédies, comme il sait en faire, voilà. Tout le monde a encore en tête la fameuse 4L super puissante pour traquer les gangsters. Oui, c'est la douane française et belge qui se foutent qui se moquent l'une de l'autre. Il y a une petite histoire d'amour derrière parce qu'il est amoureux de la sœur de son collègue belge. Donc voilà, il y a eu Superchondriac. Mais son premier long métrage, qui était La Maison du Bonheur, c'était issu de sa pièce de théâtre La Vie de chantier. Voilà, ça c'est. Et après il y a eu Les Ch'tis, après il y a eu Rien à déclarer. Superchondriac, qui était, bah oui, parce qu'il est tout le temps malade. Enfin, et ça, dans 8 rues de l'humanité, son dernier là. Sur Netflix, oui, c'est pareil, il a peur de choper le virus. On nous raconte, donc c'est une histoire d'habitants de cours d'immeubles. Hein, il y a plusieurs. Il y a le propriétaire qui est joué par François Damiens, qui est sublime, pareil, François Damiens. Et puis toute une partie, toute une groupe d'acteurs. Lui avec sa femme et qui est avocate et il y a la grand-mère qui était le bar qui est fermé. Enfin, il y a plein de trucs. Et il y a celui qui a pareil, dans la même cour d'immeuble, il y a celui qui a le laboratoire d'analyse médicale. Il essaie de trouver un vaccin contre le Covid. Donc franchement, c'est vraiment ancré dans l'actualité. Je sais pas à quel moment ils l'ont tourné le film, parce que on voit des rues désertes dans Paris, je vous jure. Je sais pas quand il l'a tourné, il faudra que je me renseigne, mais je l'ai vu il y a 15 jours, 3 semaines. Ça se trouve, il y a des gars qui ont fait comme moi à Beaune, qui ont vu le confinement, ils se sont dit bon, je prends une caméra, je filme, on verra ce qu'on fait avec après. Tu vois, ça se trouve, ils ont fait ça et ensuite ils ont écrit le scénario avec. Le confinement avec toutes les autorisations nécessaires. Il y a le couple aussi qui attend un bébé, elle chante, son copain il fait du sport. Enfin, il a tout plein de voilà, puis une petite histoire sympa parce qu'en fait, c'est l'histoire donc de voisins qui bien avant le Covid en fait ne s'adressaient même pas la parole en fait clairement. Et donc le Covid fait qu'ils vont devoir vivre en autarcie, comme on a tous vécu, ouais. Hein, entre guillemets en autarcie. Donc chacun va découvrir les petites tares de l'autre et machin. La fille qui chante toute la journée, soit elle est douée, soit on la trouve pas douée. Le propriétaire qui est toujours en train de raconter des conneries sur ses locataires. Voilà. Et non, c'était 8 rues de l'humanité pour ceux qui ont Netflix. Alors, il est question qu'ils le diffusent dans les mois à venir sur les chaînes hertziennes, qui est plutôt une bonne nouvelle. Normalement, on est plutôt habitué à voir Danny Boone faire des films qui sortent au ciné, et 3 ans plus tard, il passe sur les chaînes hertziennes. Cependant, là, oui, il voulait faire, voilà, d'abord Netflix, et je vous le recommande, hein, parce que ça met un peu de gaieté dans ce monde de brut. Ouais. Dans 15 ans, quand le Covid sera derrière nous, on regardera tout et on se disait, j'ai vécu ça. Et ah oui, c'était ça, en fait. Les voisins qui se parlaient pas. Alors, ils applaudissent à 20h aussi, à un moment donné, quand il y a le personnel médical qui applaudit. Enfin, oui, parce que dans leur cour d'immeuble, il y a aussi une infirmière qui va avoir sa petite histoire, son petit rôle. C'est la fille qu'on fait jamais attention à elle. Et puis, en fait, à un moment donné, on a besoin d'elle. Oui. Soudainement héroïne nationale. Non, c'est marrant. Les films de Danny Boone sont pleins d'humanité quand tu regardes. C'est vrai qu'il y a toujours. C'est de la comédie, ça se moque, et puis en fin de compte, il y a toujours un. Bah ouais. Mais il est toujours dans ses délires de. Il est toujours dans ses délires d'hypochondriaque parce qu'il va faire ses petites courses à la supérette du coin avec le masque, mais il a pas le masque, le masque, il a le masque, le masque la cagoule quoi. La flotte, quoi. C'est le truc de chez Decathlon, tu sais, avec le truc qui râle. Il a le masque avec le tuba, quoi. Ouais, c'est le truc de chez Decathlon. D'accord. J'espère qu'il a mis un tissu au bout du tuba du coup, parce que sinon ça. Et forcément, il y a son pote Elise Moon qui joue le rôle d'un policier municipal. C'est marrant. Ouais, c'est le Easy Vress. C'est un truc déposé par Decathlon. Tu m'en diras tant. Tu nous fais du placement de produit, je suis désolé. Vite, d'autres trucs. Air Up, je la vois tout le temps là. C'est ça. Monsieur Bricolage. Sick Bottles. Décathlon, il y a quoi? Il y a Intersport, et puis derrière, il y a quoi? Il y a GoSport. Ouais, GoSport, voilà. On a fait les 3. C'est bon. Ouf, on a l'égalité. Et derrière, on se mange un jambon. Hein, voilà, un jambon de quelque part. un jambon saoudien, comme ça on est sûr c'est une marque qui n'existe pas.
De chez Cheap, pas de marque. C'est ça, voilà. Mais Mais sinon, c'est vrai que quand on évoque les sorties ciné à venir, il faudra toujours qu'on évoque ce qui peut sortir sur les plateformes. J'ai entendu ouais. dire qu'il y avait Olivier Marchal, justement. Euh, oui, il va sortir son prochain film, Overdose, apparemment pour Amazon Prime. Mhm. Et les gens maintenant, c'est ça le problème, c'est ce que je disais quand on évoquait les petites salles de ciné qui sont vouées à disparaître. Euh, j'ai rien contre les plateformes de téléchargement où il y a tout ce que tu veux, séries, films, machin. Euh, je trouve dommage qu'on délaisse un peu les gros complexes. Surtout que la majorité des gens sont vaccinés maintenant. Enfin, moi, j'étais un peu contre au départ. Bon, ça m'a permis de faire quelques sorties ciné parce que, hormis je crois que le premier film que j'ai vu avant qu'on nous impose le pass, c'était Fast and Furious 9. Mhm. Dernier film, ouais. Et puis après, bah, quand il y a eu le pass, les deux vaccins, quand c'est devenu obligatoire, il y a eu Mourir peut attendre, puis je crois que je voulais aller en voir un autre, il y a eu, je sais plus ce que je voulais aller Ouais, voir c'est aussi. 117. Il y a eu OSS 100, bien sûr, OSS 117, bah, c'était le premier, je crois que c'était Il me OSS semble que d'ailleurs. c'était ça, de ce que tu nous avais dit. Oui, oui, parce qu'il était dans les dernières séances où il passait à bout. Ça a été le tout premier que j'ai vu. On regardera dans les derniers lives pour voir ce que tu dis. Pour Oui, oui, c'était savoir. vrai. C'est ça, on va regarder un live, on dit ah bientôt je vais pouvoir aller le voir. Ah très bien, on regarde le suivant. Ah je suis allé le voir. Ah c'est bon. Ça y est, je suis vacciné, j'ai les deux doses. C'est ça. Non, mais le fait est que oui, les cinémas, enfin, après, moi j'ai été voir quand même des films, on va dire, commerciaux. Donc quand j'étais voir le Fast 9, il y avait du monde. Quand j'étais voir OSS 117, c'était lors des dernières séances, il y avait quand même encore du monde. Le Bond, c'était l'avant-première, donc Ouais voilà, c'était c'est blindé. hors concours. Donc là, je sais pas, on nous prévoit un Matrix 4 pour Noël, mais Mm. moi, enfin, c'est mon point de vue, les Matrix, il n'y a que le premier de valable. Voilà. Enfin, c'est le point de Quel vue était l'intérêt partagé d'en par faire beaucoup de gens. d'autres? Voilà, j'ai vu le deuxième. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand ils ont annoncé, c'est un peu comme les Retours vers le futur, ils avaient tourné le 2 et le 3 en même temps, ils les ont sortis à 6 mois, un an d'intervalle. Le Matrix 2 et 3 ont été sortis respectivement au printemps 2003 et à l'automne 2003. Hein, donc Matrix Reloaded et Matrix Révolution. Mm. Bon, j'ai vu le Matrix Reloaded. Et là, j'ai dit, le Matrix Révolution, ce sera sans moi. J'ai vu la bande-annonce de Matrix, du coup, Matrix 4 tout court. Je sais même pas Non s'ils ont donné c'est un nom. Résurrection je crois. Résurrection, ouais. Bon, ce sera sans moi pareil. Mm. Moi Le premier était sublime. pour l'instant je suis curieux dessus. Après oui, enfin je peu de chances que ça atteigne le niveau du premier qui bah évidemment est un film de légende quoi donc il y a un moment c'est pas facile de reproduire le truc après moi j'ai envie de voir ce que ça va donner je pense qu'ils vont essayer de repartir un peu sur un nouveau pied un peu quelque chose bah un peu ouais un peu peut-être dans le style de ce que j'évoquais tout à l'heure avec les suites qui viennent longtemps après ou même si là ça s'inscrit quand même un peu plus dans la continuité de l'univers précédent mais ils ont l'air de partir sur un délire de réalité alternative un peu où les choses où genre où Neo a pris l'autre pilule et que du coup l'histoire s'est passée différemment. Ça pourrait être marrant. Bah c'est Qu'est-ce qui se serait passé si? mais c'est un peu ce qui parle hein, je veux dire vraiment tu vois Neo qui est plus vieux du coup vu que c'est Keanu Reeves qui a vieilli de 20 ans entre temps tu vois logiquement. Donc tu le vois qui est plus vieux et qui je sais plus exactement dans la bonne annonce mais genre il évoque un peu des genres de rêves qu'il a et tout ça il a un peu une sensation qu'il est prisonnier de quelque chose un peu qu'il y a une fausse réalité mais pour le coup il a pas sauté le pas et du coup il a pas ouais Karim qui nous dit Cyberpunk Peace oui c'est vrai qu'il y a ce côté là euh... quoi qu'il en soit j'étais ouais et du coup, Ah, ça a l'air de partir dans cette idée-là, et même tu vois dans la bande-annonce des pots entiers de pilules, donc je sais plus si c'est la bleue ou la rouge, mais celle qu'il prend pour pas entrer, pour pas sortir de la matrice plutôt. Donc ça a l'air de partir sur ce délire-là, je sais pas ce que ça peut donner. Et visuellement, dans la bande-annonce, il y a des plans que je trouvais vachement bien, d'autres qui m'ont un peu plus dérangé avec un peu trop, tu sais, les effets visuels, images de synthèse et tout. Bon, on commence à en avoir un peu soupé de ce genre d'image, qui ont un côté un peu trop factice, que personne n'a bien réussi à éliminer pour l'instant en général. Donc bon, je sais pas encore, mais
pour l'instant, je parierai ni dans un sens ni dans l'autre et j'irai le voir pour choisir. Voilà, et ouais, donc ouais, le côté cyberpunk. C'est vrai que ça m'avait perturbé quand j'ai vu la bande-annonce et que du coup j'ai vu Keanu Reeves avec sa barbe d'aujourd'hui. Du coup, j'avais l'impression de voir John Wick. J'avais aussi l'impression de voir le héros de Cyberpunk 2077. Donc j'espère que le film ne sera pas buggé, lui. Et, euh, et qu'est-ce qu'il nous dit, Karim? Attends-toi avec Resident Evil fin novembre. Quoi, il y a un nouveau Resident Il veut Evil? pas se connecter 2 minutes, le président, là? Ouais, je sais pas, il a peut-être pas un environnement sonore qui va avec, je sais pas. Si vous êtes la seule personne au monde qui pense que Matrix 3 est le meilleur de la trilogie, venez et on en débat. Là, ça va être animé, Seul là. le premier est valable. Seul le premier est valable. Alors, bah, il y avait des trucs cool dans les 2 et 3, mais ouais, ils sont un peu perdus. Ils ont pas réussi à Et il y a une reproduire chose, l'exploit, en fait. il y a une chose, je voulais parler avec vous aujourd'hui. J'ai découvert ça à ma pause déjeuner. Là, on évoquait Star Wars. Ça date d'aujourd'hui. Pourquoi George Lucas ne voulait pas de nouvelle trilogie? Ben, on regardera ça un autre jour. Hmm. Mais surtout de ce que j'ai C'est vrai qu'il en vu. voulait pas, ouais. Ouais, de ce que je me souviens, c'est surtout que bah, pour lui, Star Wars, la saga de films Star Wars, c'était l'histoire d'Anakin Skywalker slash Dark Vador, qui se commence donc à la menace fantôme, qui se termine dans le retour des Jedi, et c'était l'histoire qui formait un tout, et bah, c'est sûr que rajouter une nouvelle trilogie, c'était forcément sortir de cette logique-là et commencer à explorer d'autres parties qui du coup bah, n'apportent rien à ce qu'il y avait avant, puisqu'ils sont obligés de construire un nouveau truc, quoi. Ce qu'ils ont fait avec un succès mitigé. Le Star Wars 9, ils ont un peu quitté l'idée de créer quelque chose de nouveau et plutôt de ressortir ce qu'il y avait déjà avant. Ce qui bah, du coup fonctionne moins bien et fait de Star Wars non plus l'histoire d'Anakin Skywalker, mais celle de Palpatine. Qui pour le coup, c'est vrai qu'on le disait pas, mais finalement c'était aussi son histoire à lui, puisque c'est lui qui a été le méchant du début à la fin, même si ça se voyait pas autant dans tous les films. Je meuble un temps que tu t'entends. Je peux en parler longtemps de Star Wars encore, hein, mais. Voilà. Et juste, et juste du coup, je signale quand même, hein, parce que au bout d'un moment j'ai l'habitude de défendre la dernière trilogie. Là c'est une défense, plutôt une remarque, hein, pour certaines attaques faciles, mais quand même les idées d'avoir un clone de Palpatine ou de refaire venir des méchants ou tout ça, c'est un truc qui a été fait et refait plein de fois dans les comics, les romans et tout ça, Star Wars qui sont sortis, tout l'univers légende, ce qu'on appelait avant l'univers étendu, mais comme il était en contradiction avec la nouvelle trilogie, il a été décanonisé et c'est devenu l'univers légende. Il y a plein d'histoires comme ça où t'as des personnages qui reviennent, et même d'ailleurs dans les séries animées, en image de synthèse, tu as Dark Maul qui revient, parce qu'il a été coupé en deux, tu vois, mais techniquement la dernière fois qu'on le voyait, il avait encore les yeux ouverts, tu vois, et voilà, ils sont partis dans une histoire où en fait il a été réussi à être maintenu en vie et revient pour se venger et tout ça. Et de mémoire, du coup, ça apparaît dans je sais plus quelle série, et donc ça fait partie du canon que Dark Maul n'est pas mort à la fin de la menace fantôme. Et bah, va savoir que peut-être dans une série à venir, avec toutes les séries qui promettent, il y aura peut-être une réapparition de Dark Maul à un moment donné. De même que Ahsoka Tano, qui apparaît dans The Clone Wars, est apparu aussi dans The Mandalorian. Comme quoi, ça fait bien partie du même univers, c'est bien partie du canon. Bon, j'ai pas réussi à retrouver la news exactement, mais enfin, j'aime pas l'anglais, l'information. Mais je crois que c'est sur un film qu'il a tourné, donc John Wayne, qui s'appelle Le Conquérant. Et alors, il conquiert beaucoup? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont ce film en fait a décimé la moitié des acteurs. John Wayne est mort d'un cancer à cause de ça. En fait, c'est un film qui retrace la vie de Gengis Khan. Ah, ok, le Conquérant, ouais. Voilà. Et en fait, ils ont eu le malheur de le tourner dans le désert du Nevada, où on y faisait des recherches nucléaires. Ah, les et donc, ils sont morts. Ils sont tous morts d'un cancer.
Ah, ok. C'est Coucou un film Karim. maudit. J'ai vu ça. Ah, excellent. J'ai entendu un peu de Matrix, on va voir ce que ça va donner. Ouais, bah franchement, j'ai qu'ils sortent et qu'on puisse en parler, mais vraiment en parlant vraiment, quoi. Quel film? Moi j'attends le mois prochain pour parler du Resident Evil, alors là, quelque chose. On va voir ce que ça va donner, mais Ouais, je savais même pas qu'il y en on va avait un voir nouveau. lui qui la reboot. Alors, du positif et il y a aussi un peu de négatif. Donc, voilà. Bah, comme toujours, hein, l'important c'est de savoir les proportions. Mais Resident un bon Evil, cette fois, parce que bienvenue à Raccoon ces City. dernières années, c'était pas top. Il s'agit d'un reboot présenté comme Origin Story. Au départ, il y a tous les films avec Paul W. Anderson. Alors, Et donc, je travaillerai sur ce dossier-là Mm. au mois prochain. nous avons donc Oh. Anna John Kamen. Ah oui, je vois. Celle qui jouait dans Ant-Man et la Guêpe, je crois. Robbie Amell. Je connais pas. Kaya Scodelario. Sa tête me dit vaguement quelque chose. Je l'ai peut-être déjà vu dans un film. Avan Rogia, je présume. Je suis presque sûr d'avoir déjà vu cette Kaya Scodelario. Mais dans quel film? Alors, Choc des Titans, pas vu. Les Labyrinthe non plus. Ah oui, Karina dans Pirates des Caraïbes 5. Ok, c'était là. Des fois comme ça, je vois une tête, je vois une page Wikipédia d'un acteur, d'une actrice, je me dis putain, j'ai déjà vu, mais dans quoi, putain? Et des fois, je peux mettre longtemps à retrouver. Des sujets qui vous viennent, quelque chose à dire? Suite. Ouais, de ce qu'ils en disaient, donc juste sur du coup sur Wiki, parce que c'était pourtant un dossier qui était sur Allociné aujourd'hui. Alors j'apprends plus, oui, le film est un échec commercial, je crois qu'ils en parlaient dans le sujet. Son tournage est marqué par la contamination de nombreux acteurs et techniciens en région de la proximité d'un site d'essai nucléaire de l'armée américaine, donc c'était tourné dans le tournage du Nevada. Ah, donc c'est sur la jeunesse, sinon pour la petite histoire donc de Gengis Khan. Et de ce que j'ai appris justement dans cette nouvelle, donc parmi les acteurs qui ont été contaminés, John Wayne on lui avait enlevé un poumon, je crois déjà, puis finalement il a fini par mourir. Et d'ailleurs, sur le dernier film qu'il a tourné, l'ironie du sort, c'est quelqu'un qui apprenait qu'il avait un cancer. Ouais. Le dernier film qu'il a... L'ironie du sort, voilà. Mais les acteurs qui sont morts de ça, ainsi que l'équipe de tournage en partie, enfin, ça a décimé des gens. Agnès Morred, qui jouait la maman de la sorcière bien-aimée, hein, Andorra, elle s'appelait, voilà. Pedro Armendariz, donc c'est là-dessus que j'ai appris. Pedro Armendariz, c'est comment? C'est celui qui accueille Bond à Istanbul dans Bon baiser de Russie. Et une fois qu'il a fini de tourner les scènes, il avait fini par la scène du train dans Bon baiser de Russie. Il supportait tellement plus la douleur qu'il s'est tiré une balle dans le cœur. Après avoir fini de tourner toutes ces scènes pour le Bond. Donc en fait, ouais, j'ai appris ça aujourd'hui. T'imagines des films maudits. Alors là, c'est parce que c'était tourné sur un site nucléaire, mais il y a quand même de nombreux films. Moi, j'ai vu L'Exorciste, hein, et dans sa version longue en plus. C'est vrai que c'est des films qui foutent les jetons, mais tous les poltergeists et tous les exorcistes sont des films maudits parce que bah forcément, ça parle de paranormaux, de phénomènes paranormaux, et de choses comme ça. Donc c'est des films assez glauques en soi. C'est quand même et donc ça des tournages comme ça. Moi, je suis pas très film d'horreur à la base. Quand, les films bah, même les oiseaux de Hitchcock, hein, pour l'avoir vu dans sa version colorisée, c'est pas un film d'horreur en soi, mais c'est un film d'épouvante et ça fout bien les boules. Là, j'ai mal dormi après avoir vu ce film-là. Mais les films glauques où ça parle de phénomènes paranormaux et tout ça, j'ai vu que L'Exorciste, ça m'a suffi. Je sais pas vous, Ouais, si ça, vous aimez ce genre de film. Non, moi c'est pas mon truc du tout. Et d'ailleurs, on parlait de Sixième Sens tout à l'heure avec Bruce Mais c'est Willis encore et différent. tout. Mais justement, au départ, en fait,
pour moi, j'avais compris, c'était une histoire de machin qui volait mort. Je me suis dit, ok, c'est un film d'horreur. Dans ma tête, c'était ça, tu vois. Je l'avais pas vu et tout, et je m'y étais pas intéressé. Du coup, vu que je pensais que c'était ce genre de film, c'est à l'époque où j'étais en prépa où on était allé dans une salle de cours, qu'elle restait ouverte parce que des fois on restait bosser parce que c'est la prépa, c'est comme ça. Et du coup, sur la fin de l'année, on était un peu plus libre. Et des fois, on allait se regarder des films dans une salle, tu sais, on ouvrait l'ordi, on mettait le projecteur et tout. Et puis, il y a un copain ouais, qui proposait Sixième Sens. Je disais, ah non, pas les films d'horreur et tout ça, machin. Il a argumenté, il m'a dit, non, 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 c'est Oscar du meilleur scénario, machin et tout ça. Enfin, je sais plus exactement ce que c'était le prix, mais je crois que c'était ça. Qui m'avait bien expliqué en long, en large, en travers que non, non, ça avait rien à voir. T'avais vaguement deux, trois jumpscares qui traînaient, mais qui étaient somme toute assez prévisible quand tu sais qu'il y en a dans le film. Tu dis ok, là il y a un moment de silence où on se concentre sur un endroit précis dans l'écran, il y a un chat qui va sauter dans l'écran, tu vois, c'est obligé. Mais bon voilà, c'est tu les vois venir quoi. Mais et au final ouais, c'est la seule partie un peu horreur, et le reste c'est juste du très bon scénario et de la bonne réalisation aussi à ce niveau, et du coup Ah bah, je ne regrette pas de l'avoir Shyamalan, écouté. Mm. Shyamalan, c'était son premier film, hein. Ouais, c'est vrai. Il est sorti, t'avais 2 ans. Ça doit être ça. Et moi, je me souviendrai, parce que moi, j'ai fait ma rentrée 99, donc au lycée à Dijon, aux arcades. Je me souviendrai très bien les premiers moments où je redescendais pour aller prendre le train le vendredi soir. Tous les films qu'on voyait à l'affiche pendant l'été 90, enfin, à la fin de l'été 99, en septembre, il y avait Sixième Sens, il y avait Matrix, il y avait, ça a été quand même une année extraordinaire aussi cette année-là. Il y avait eu dans les Rivières Pourpres, c'était un an plus tard. Mais la fin de l'été 99, oui, il y a eu des bons films. Mais c'est vrai que le sixième, on me l'a raconté quasiment tout de suite. Les copains, certains de ma classe étaient allés le voir. C'est dommage. Les gens, tu vois, c'est un truc qu'il faudrait faire quand dans les salles de cinéma, c'est de faire sortir des gens par un endroit et puis Et les faire autres les rentrer par rentrer un les autre suivants endroit par sans l'autre, doute. ouais. Mm. Hein? Parce que mon cher ami Walter, lui, s'amuse à faire chier le monde avec ça. Il a dit, je sortais des salles de ciné quand on était au lycée, puis il dit, oh, puis il passait devant les gens qui attendaient, il demandait leur place de ciné, oh, bah, il est mort. Ouais, les gens, ils vont voir un film, et en fait, tu leur pourris le Mm. film. Après, je sais qu'il y Moi, a... je trouve ça, Ouais, non, je je trouve comprends ça pas. abject. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui sont vachement plus intelligents que ça. Ils racontent aux gens qui vont rentrer dans la salle une fin du film, mais qui en fait n'est pas dans le film. Ils racontent autre chose, tu vois, genre tel personnage qui vivant à la fin, ils disent, il meurt, ou le contraire, tu vois, ou des trucs comme ça. Et ça, je trouve ça marrant parce que du coup, la personne pendant tout le film va se dire, ah ouais, lui, il fait machin, puis à la fin, ah bah non, tiens, ah bah non, tiens, ah bah non. Ça, je trouve ça malin comme truc. On devrait plus prendre l'habitude de faire ça, parce que si on prend l'habitude de raconter des fausses fins de films, bah du coup quelqu'un un jour va te raconter la vraie fin, et tu vas croire que c'est la fausse, et du coup en fait c'est comme si t'avais rien raconté. Donc on devrait prendre l'habitude quand il y a un film comme ça qui sort avec des éléments un peu de suspense, et de raconter des fausses fins à tout le monde. Et que pour que plus personne ne puisse savoir qui est la vraie ou la fausse fin avant de l'avoir vraiment vu le film. Et d'ailleurs, puisqu'on évoque tout ça, je parlais de Scream 3 tout à l'heure aussi, donc on m'avait raconté, mais que j'avais un peu oublié avec le temps. Il y a le nouveau Scream qui va sortir donc au mois de janvier, qui est normalement Scream 5, mais va savoir pourquoi. Je sais pas, la grande mode, c'est d'appeler les films par leur nom de. Le premier Scream, je suis désolé, Scream, c'est 1996, c'est Wes Craven, d'accord? Mhm, Donc là, le film qu'on va sortir, c'est Scream 5, je mhm, précise. Mais sauf qu'ils l'ont appelé Scream tout court. Donc ça, c'est la parenthèse parce que les trucs qui gonflent. mhm. Par rapport à ça, j'ai appris ça récemment parce qu'ils ont dévoilé la bande-annonce, etc. Et j'ai appris des anecdotes de tournage. C'est que, donc, les deux réalisateurs qui le font, ils s'y sont mis à deux pour le faire. Ils voulaient absolument rendre un hommage à Wes Craven, parce qu'il est mort en 2015, hein, je crois. Ils ont repris le scénariste historique des premiers Scream. En fait, ce qui s'est passé, c'est que puisqu'il est question d'étudiants qui se font trucider, et même là, on revoit aussi les anciens, qui ont pas loin de 50 ans, et certains déjà 50 ans, ils avaient distribué des fiches de scénario à tout le monde, pas surtout les jeunes, et chacun
en fait, était potentiellement ce qu'on attend le tueur du film. Mhm. Forcément, parmi l'un d'eux, parmi ceux-là, il y a le vrai. Oui. D'accord? Et c'est-à-dire qu'il tournait, en fait, il tournait plusieurs scènes, justement. Euh, il y en avait un, c'est comme quand tu joues c'est comme quand tu joues au Cluedo où tu cherches Ouais. l'arme, le lieu, bah, t'en as un qui a la vraie carte, tu sais, Ouais. le coupable. Donc là, il y en a un qui avait sur sa fiche, ce sera toi le vrai tueur. Et il Mhm. devait juste fermer sa gueule. Et tout le monde avait des fiches distribuées. Et tiens, aujourd'hui, on va tourner ça, et là, on va le faire comme ça. Et là, celui-là, il va mourir comme ça, et machin. Donc, et en fait, personne à l'heure actuelle ne sait, parce que les acteurs n'ont même pas vu le film non plus, Mhm. pour l'instant. Et c'est ça qui est fondard. Quand tu fais ce genre de film, mais forcément, c'est des films, une fois que tu l'auras vu, bon, bah, tu vas le revoir avec le temps. Moi, j'ai quand même mis plus de, presque, ouais, 20 ans avant de revoir les Scream, parce qu'ils sont sur Netflix maintenant. J'avais oublié les deux premiers. Et on m'avait raconté le 3, je l'avais oublié. Et du coup, le 4 qui est sorti en 2011, parce que c'est 96, 98, bah, 97 aux USA, mais 98 chez nous, le 2, 2000 pour le 3 et 2011 pour le 4. Je les avais oubliés, les premiers. Mhm. Je me souviens plus qui était tueur. Ouais. Ça a permis de voir des jeunes qui sont confirmés aujourd'hui. Dans le 2 de Scream, il y a Timothy Olyphant. Et Timothy Olyphant, pour ceux qui ça évoque peu, c'est le méchant de Die Hard 4 et c'est le Hitman tiré du jeu vidéo. Mhm. Le premier Hitman qui était fait avec Olga Ah, Kurylenko. le chauve. Il était chaud. Celui-là Tu même. le vois avec les cheveux dans Die Hard 4, Ah, mais avec c'est la fou. voix de Jean-Pierre Miquel que j'adore, il passe aussi bien pour un méchant que pour la voix de Keanu Reeves ou de Brad Pitt. Et c'est aussi dans Hitman où il est chaud, voilà. Mhm. Ouais, c'est vrai qu'il y a, Et à l'époque, il avait 20 ans et je regarde ça moi des années après. Ah, mais lui, je les connaissais maintenant. Mhm. C'est sympa quand même les films comme ça où ils s'assurent vraiment que un maximum de personnes ignorent Ah oui, les retournements. Il y avait aussi dans ce cas-là, je sais qu'il y avait The Usual Suspects. Usual Euh, Suspect, ouais, oui. tout à fait. Donc Brian sans, Singer, sans 95. c'est ça, voilà, et sans raconter du coup ce qui se passe. Il y a un moment dans le film où on pense comprendre qui est le méchant. Bon, on se doute assez rapidement que le méchant dont tout le monde nous parle un peu de manière mystérieuse, peut-être qu'il n'existe pas, peut-être qu'il existe, mais peut-être surtout que c'est un des gars qu'on voit dans le film. Et du coup, t'as un moment dans le film, tu penses avoir compris, et puis en fait, il s'avère que non. Mais il s'avère aussi, quand tu t'intéresses un peu au sujet, que en fait, enfin, du coup, il y a un des personnages qui semble à un moment être donc le fameux Kaiser Soze, le méchant mystérieux du film, et Ah, je crois que c'était un joueur de foot allemand. C'est ça. et donc tu as un certain personnage que je vais appeler le personnage A, qui est joué par un acteur, et cet acteur du coup pensait être le Kaiser Soze qui se révèle à un moment donné dans le film, on comprend que c'est lui. Et en fait, il a vu le film et il s'est rendu compte que c'était pas lui, mais que lui aussi on lui avait fait croire pour que et puis il risque pas de divulguer l'info. Et du coup, voilà, il y a un retournement de situation comme ça qui fait que même lui, et d'ailleurs il avait poussé une gueulante après derrière la production en disant mais oh, oh, oh moi j'avais on m'avait dit que je jouais le rôle du grand méchant mystérieux et tout ça, du coup je prenais, et puis là finalement vous me dites qu'en fait c'est même pas moi, mais faites chier les gars. Et c'était plein de ça. Et aussi, autre exemple, c'était bah, le fameux, alors là, par contre on peut le dire parce que tout le monde le sait, Luc, enfin non je suis ton père, hein, ça aussi c'était une Ah grande bah, révélation, et ça pour le coup, j'avais apparemment, quand ils avaient tourné la la scène, première fois, oui. apparemment La première fois, ça fait bizarre. et apparemment en fait au tournage quand ils tournent la scène, quand ils l'ont tourné, tu vois, la caméra, George Lucas, tout le monde, toute l'équipe technique et tout, l'acteur sous le masque Dark Vador disait, David Prowse. c'est ça, David Prowse, David Prowse. disait, il avait dit sur le plateau, c'était sur son texte et tout, il disait non, Obi-Wan a tué ton père, parce que juste avant il lui dit ouais, Obi-Wan m'a dit que c'est vous qui avez tué mon père et tout ça, et il disait non, Obi-Wan a tué ton père. Du coup tout le monde pensait que c'était ça la révélation sur le plateau du tournage, tu vois. Et ensuite en scred ils sont allés enregistrer la vraie réplique qui était non, je suis ton père.
qu'ils ont mis au montage. Donc au final, t'avais le. Ah, ils l'ont rajouté. C'est ça, et ils l'ont remis, ce qui fait que même l'équipe du film n'était pas au courant, sauf évidemment George Lucas, le monteur qui a dû recoller le truc, probablement un pélo qui a dû tenir le micro. Ça c'est un truc de ouf. Et puis David Prost. Et David Prost évidemment qui devait faire la voix. Et tu vois, et en fait, ouais, c'est vrai que quand tu regardes comme ça arrive tout à la fin du film, il y a peu de références à ça. Après, t'as juste Luke qui est en mode oh putain, c'est pas possible et tout. Et en fait, ça marche dans les deux cas, tu vois, donc personne pouvait se douter de rien. Et du coup, le secret a vraiment pu être conservé jusqu'aux projections, quoi. Mais là, pour le coup, tu m'en apprends une bonne. Mm. Là, parce que je savais pas tout ça sur Star Wars. Ouais. Je connais pas mal de trucs, là. Je suis pas fan comme je peux l'être des Bonds, mais j'adore Star Wars parce que c'est quand même un univers très particulier. Après, il y a toujours des canards boiteux comme Jar Jar Binks, mais je pense que tout le monde a envie de tuer Jar Jar Binks, d'ailleurs. Ah, attention, hein. Et Ewoks aussi dans l'épisode. Il y a des très bonnes théories assez absurdes, mais qui disent que Jar Jar Binks, en fait, c'est lui le vrai Seigneur Sith qui est derrière toutes les magouilles depuis le début. Et c'est ça. J'adore cette théorie parce que déjà elle donne un peu plus d'intérêt au personnage et ça me fait marrer tout simplement. Ouais, c'est ça. Pourquoi tuer Jar Jar Binks? En fait, il est gentil. Oui, mais il est relou. Il est chiant. Et c'est comme, tu sais, là où on a commencé à voir que les Star Wars étaient un petit peu, on commençait à en faire c'est vraiment le premier d'ailleurs, hein, l'épisode qui est l'épisode 4, est vraiment le film qui a lancé la pop culture, qui est vraiment la référence. Le film cinématographique, qui est tu vois, dans la pop culture, c'est Dieu, quoi, dans les films. La seule chose, c'est qu'à partir de l'épisode 6, donc qui est le troisième film tourné, si on suit bien, ils ont commencé à faire un marketing à côté, mais de ouf. Et les Ewoks, il y avait des peluches dans tous les magasins. Moi, le film est sorti il y avait un an, donc je pense que c'était Star Wars à l'époque. Et les Ewoks, t'en avais partout, et pareil, les Ewoks, quand tu les vois, t'as juste envie de les trucider, quoi. Oh, Mais ils sont gentils. mignons. Ils sont gentils, les Oui, ils sont Ewoks. mignons, mais. Les peluches et tout. Non, oui, c'est vrai, des Ewoks, on préfère tuer Jar Jar à la rigueur, si tu veux. Mais J'aime bien. Non, en plus, ce qui est bien avec les Ewoks, je trouve, c'est qu'il y a un peu côté. Un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, en fait, où c'est les faibles qui ont l'air insignifiants qui finissent par jouer un rôle dans la grande histoire, tu vois. Ouais, Comme dans le ça. Seigneur des Anneaux, où c'est les hobbits, où bon bah voilà, c'est les mecs qui font 1m20 et ils cultivent leur champ de patates, tout le monde s'en tape, tu vois. C'est laisser les grands parler, s'il vous plaît, nous on essaye de sauver le monde, et puis au final, c'est eux qui sauvent le monde, tu vois. Et j'aime bien aussi ce côté avec les Ewoks où bah ils sont là, ils comprennent pas forcément bien ce qui se passe, mais ils ont compris qui était sympa et qui était pas sympa dans l'histoire, et ils donnent le coup de main, et au final, bah sans eux ça aurait pas réussi. Donc j'aime bien ce côté-là, tu vois. Même si oui, c'est sûr que l'aspect marketing, l'aspect je veux vendre des peluches devait sans doute être un peu présent quand ils l'ont fait, quoi. le fan service, Non mais voilà, c'est sûr que des fois tu sens un petit peu que George Lucas c'est revenu à lui, il venait avant tout des ventes de produits dérivés parce que c'était comme ça qu'il avait fini le contrat et que c'était le plus gros coup de flair de sa vie. Ouais, bah écoute, hein, on se fabrique pas un ranch avec de l'argent de poche. Hein. Dépend de la taille de la poche. Le ranch Lucas. Mais ouais, voilà. Et du coup, Bah, ouais, j'étais en train de revoir juste les détails sur l'anecdote que je disais de Star Wars parce que ça fait longtemps que j'avais entendu parler. Du coup, oui, c'est vrai que la voix de Dark Vador, c'est pas David Frost, c'est James Earl Jones qui l'a fait. C'était pas la même personne qui était sous le masque et la personne qui faisait la voix. Parce que de toute façon, il s'en foutait vu qu'il avait le masque, donc la synchronisation des lèvres, tu t'en tapes et tout. Donc Oui, c'est vrai. ils ont chargé un gars qui avait une bonne stature pour faire pour aller sous le costume et un gars qui avait une bonne voix pour faire la voix. Et donc en fait, je pense que David Frost devait même pas être au courant. Parce que du coup, il disait les répliques depuis son masque, tu vois, mais ça devait être complètement inaudible au micro, je suis sûr. Donc, il a bien dit la fausse réplique le jour du tournage, mais c'était de toute façon, voilà, elle était censée être redoublée derrière et tout le monde croyait que ça allait être ça. Par contre, Mark Hamill, lui, a été mis au courant avant la scène pour qu'il puisse bien jouer la réaction, quoi. Ah oui, d'accord.
Et il savait qui allait lui dire la. Ouais, il savait Il savait qu'il il savait quelle était la vraie réplique, mais du coup, il avait rien le droit de dire, juste de jouer la réaction avec l'intensité qui va bien. Puis, imagine un petit peu le merdier que ça avait été eu s'il l'avait pas mis au courant et qu'il avait décidé d'improviser un truc en mode non, Robin White, comment tu pu faire ça? Et là, George Lucas qui dit on peut la refaire, mais tu dis pas ça, c'est peu, je t'expliquerai. Ça aurait pu être assez marrant si, donc effectivement, il a bien fait, je pense, de le prévenir. D'ailleurs aussi, sinon, on va voir dans la catégorie dans la catégorie très précise des films qui sont sortis il y a quelques années, pas mal d'années maintenant, avec un retournement de situation et Kevin Spacey qui joue un méchant. Il y a Seven que j'ai vu il y a quelques jours. C'est une catégorie très Ah bah précise, Seven, mais je suspecte que Seven ont ces 3 points communs. tu l'avais jamais vu, Steven? J'avais jamais vu, je l'ai vu l'autre jour là. Il y a waouh. C'est le Putain, film qui a révélé Brad Pitt, hein. ouais, bah franchement, il y a de quoi, hein, parce que vraiment C'est le film qui a révélé il y a Brad Pitt. vraiment tout qui est bon dans ce film, c'est fabuleux, je lui trouve pas de Ah problème. bah, puis c'est d'une intensité vers la fin, enfin, c'est pareil. L'intensité, même dans le déroulé, enfin, il y a plein de trucs. Enfin, alors, j'avais vu une vidéo, c'était de Filmento il y a quelques jours, qui est sortie juste après que je l'ai vu, c'était le bazar, qui expliquait un petit peu en détail ce qu'il y avait d'excellent dans ce film, qui en faisait un peu le meilleur film tu vois, d'enquête sur tueur en série qui soit, parce que t'as plein d'éléments en fait qui sont vraiment très bien sentis. T'as par exemple un peu tout au long du film, tu ressens un peu la ville qui est autour, la ville où tout le monde fait la gueule à tout le monde, où les gens se soucient que de leurs problèmes à eux voilà, t'as un peu tout ce sentiment qui amène en fait, qui est la justification le motif du tueur qui dit mais voilà tout le monde, il y a que des pécheurs, que du mal partout, je veux qu'enfin les gens réagissent à ce qui se passe dans cette ville et c'est pour ça qu'ils tuent des gens pour qu'on en parle. Et effectivement en fait tout au long du film, bah tu vois cette ville, tu vois le merdier, t'entends les sirènes de police un peu tout le temps, tu vois les gens qui en ont rien à foutre de ce qui se passe sous leurs yeux, même si c'est horrible et tout ça. C'est un des trucs qui sont très bien. Les acteurs évidemment sont excellents. L'image est superbe. On sait que le réalisateur a bien choisi son chef-op parce qu'il voulait faire ce qu'il appelait un film en noir et blanc en couleur. C'est-à-dire que le film est en couleur, mais la lumière est travaillée vraiment comme si ça devait être en noir et blanc en fait, avec un clair-obscur et tout ça, comme on travaille la lumière pour du noir et blanc, ce qui est pas la même chose. Et du coup, voilà, l'image est bonne, le scénario évidemment est très 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 bien pensé à ce niveau, les acteurs sont excellents. Donc vraiment ce film j'ai adoré. Bon, pas forcément facile à voir, tu vois, il y a des moments où quand même où ça te remue un petit peu ce que tu vois. C'est pas là pour te ménager, mais ouais franchement si vous ne l'avez plus vous voyez-le. Et je vois effectivement Karim qui fait oui, pour parler de Kevin Spacey, parlons aussi de House of Cards. Effectivement, qui était son grand moment. Et d'ailleurs, oui, ça rejoint aussi ce que je disais avant sur Seven, c'est que là, pour le coup, dans Seven, bon, du coup, je vous ai dit que Kevin Spacey joue dedans, c'est plutôt connu maintenant, mais en fait, c'était absolument pas ni sur l'affiche ni nulle part, parce que le réalisateur savait que, comme Kevin Spacey commençait déjà à être connu, il s'est dit, si je dis qu'il y a Kevin Spacey dans le film, les gens vont savoir qu'il va avoir un rôle important. Et comme ils l'auront au bout de la moitié du film, ils l'auront toujours pas vu, ils vont se dire ok ça doit être lui le tueur, et du coup ils vont le chercher partout sur l'écran. Et sans vous dire quand, il y a un moment dans le film où il passe justement à l'écran de manière un peu discrète. On voit pas bien sa tête, mais du coup si les gens avaient su qu'il y avait Kevin Spacey, ils auraient repéré que c'était lui à ce moment-là dans le film, et du coup ils auraient pas eu la révélation quand on le plus tard dans le film. Et du coup, il y avait aussi ce côté-là. Et d'ailleurs, dans le générique, il y a un générique de début dans ce film, mais il n'y a pas le nom de Kevin Spacey dedans. Alors que c'est enfin, c'est genre le troisième acteur principal du film, plus ou moins. Mais, mais il n'a pas son nom au pré-générique parce que, enfin, au générique d'ouverture parce que bah, ça aurait été trop révélateur pour le public qui l'aurait attendu au tournant, quoi. Et par contre, du coup, il apparaît, je crois, 2 fois dans le générique de fin. Pour rattraper le coup quoi. Mm. Donc ouais. Bah, Kevin Spacey il joue aussi un rôle dans le jeu Call of Duty, je crois. Ah oui, oui, tout à fait.
Je sais plus exactement Hein. lequel, Karim nous le dira dans le chat Karim sans aucun Issed. doute. Depuis, il a eu des ennuis judiciaires par rapport à son comportement avec les filles. Ouais. Donc sa carrière, elle est arrêtée, là, net. Ah bah là, ouais, j'en ai plus entendu parler depuis. Hein. Dernière fois que j'en ai entendu parler, c'était assez improbable. Je sais plus, c'était en Noël, un an après le scandale ou un truc comme ça, où il avait sorti une vidéo sur YouTube, tu vois, où il était un peu dans son personnage de House of Cards et où il parlait un petit peu, ben, en fait, je crois qu'il avait un peu accepté le rôle de méchant qu'il avait désormais dans l'opinion publique et s'est mis un peu à parler comme ça. Je sais même plus ce qu'il disait, tu vois, c'était pas directement en rapport avec le Ah. scandale. Advanced Warfare. Advanced Warfare sorti en 2014, voilà. Pour Kevin Spacey dans Call of Duty. Et ouais, du coup, c'était assez improbable cette vidéo. Il était avec un pull de Noël et tout. Faudrait que je la revoie parce que vraiment, j'ai presque l'impression de l'avoir rêvé, tu sais, tellement elle est improbable et tellement elle sort d'une part et tellement on en a plus entendu parler après d'ailleurs. Mais c'était. Ouais. Ouais, de ses carrières, bah bon, il a un peu cherché pendant des années sur tous les plateaux de tournage à essayer de se taper tout le monde. Il y a un moment, hein. Il y a un moment, faut payer quoi. C'est un peu ça. Ça excite notre dôme, ça. Oh, c'est- Hein, enfin, il paye pour ses crimes, enfoiré. Bon, il n'est pas le seul, hein. Tu sais, quand on Ouais, voit... non, hélas. Là, on nous parle de Jean-Luc Lahaye en ce moment, on nous Mm. parle de pas mal de Le gens. PPDA, là, ces Euh, jours-ci, c'est lui qui est dans qui vient d'avoir son enquête. Là, pour le coup, c'est la vraie enquête qui a été menée. Qui avec 8 victimes qui ont témoigné, donc il est plutôt Qui ça? mal. PPDA, Patrick Poivre. Ah, bah, PPDA, oui. Mm. Et puisqu'on parle de On passe dans cinéma, la il y petite a garde. l'acteur Harry Habitant qui est mêlé à un truc pareil aussi. Il y a pourtant Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, donc le Bon Dieu 3 qui doit sortir prochainement. Hmm. Celui-là aussi, je voudrais aller le voir, Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Mais le problème, c'est que l'affaire de Harry Habitant va un peu. Alors, soit ça fait un coup de pub monstre pour que tout le monde va aller le voir. Il y a deux chemins possibles. Soit on va se dire, ouais, mais attendez, c'est quoi ces acteurs que vous prenez qui sont pas très sympas avec les filles et puis qui vont planter. Normalement, il y a Christian Clavier et Chantal Lobby derrière qui font le taf et puis les autres acteurs. Hein. Je sais pas, après, Mais ou alors peut-être est-ce que ça va faire comme justement le film avec Kevin Spacey qui est sorti juste au moment où il y avait le scandale, où du coup les gens l'ont boycotté en salle, mais sont allés le voir derrière en streaming et tout, histoire quand même de donner son appréciation au film pour les autres personnes qui ont travaillé dessus, mais qui sont pas allés le voir en salle, juste pour donner le signal à Spacey, non mais c'est mort mec, on vient plus de voir, on vient plus de voir à l'écran, et puis aussi pour donner le signal au studio, non essayez pas de l'embaucher, c'est pas la peine, on viendra pas le voir. Mais quand même, ils sont allés voir le film en streaming, histoire que les gens qui ont travaillé dessus, ça serve pas à rien, qu'il y ait quand même un public. De toute façon, je veux dire, ils seront payés hein, dans tous les cas, donc les gens qui ont travaillé Ils sur le auront film, les gens qui ont travaillé sur le film, de toute façon ont eu leur salaire, ça va. Et donc si tu vas voir le film gratuitement en streaming, pour des bonnes raisons, ben tu leur apportes la reconnaissance pour leur travail et ça leur fait pas perdre d'argent, donc c'est finalement le meilleur plan si tu veux envoyer le gros message au studio, plus jamais cet acteur-là, mais tout en soutenant les autres personnes qui ont travaillé dessus, en faisant en sorte que leur travail soit pas oublié. je pense à une chose aussi, puisqu'on évoquait tout à l'heure les tournages maudits, les accidents de tournage et tout. S'il y a eu cet accident, d'ailleurs le film est annulé. Tu parlais de techniciens qui ont été payés pour le film avec Kevin Spacey. Là, l'accident qu'il y a eu sur le film Rust avec Alec Oui. Baldwin, Oui, c'est vrai, oui, c'est le vrai. tournage est le tournage est complètement arrêté et ne reprendra pas. C'est-à-dire que le Rust, on ne le verra jamais. Ah. Et puisqu'il s'agit, donc il y avait une histoire similaire avec le fils de Bruce Lee, Tout à fait, Brandon Lee J'ai sur jamais vu là, sur The Crow. The Crow. Je l'ai jamais vu The Crow. Non Ce qui s'est passé récemment parce que la dame qui était la directrice photo, je crois, Je crois que pardon, et qui laisse un orphelin de 9 ans. Mm. Alec Baldwin qui joue et produit le film à la base. Alors, il y a l'accessoiriste qui est en tort.
Il y a celui, parce que c'est une vraie arme à la base qui était censée être chargée à blanc. Ils sont quand même deux ou trois à être coupables. Moi, je suis désolé de le dire, mais en premier lieu, même si c'est un accident, le premier coupable, c'est celui qui presse la détente. Donc, il peut se sentir mal, Ali Baldwin, mais le vrai coupable à la base, c'est lui. Qui a voulu tester une arme, il y avait quelqu'un en face de toi, il y avait une vraie balle dedans. Mm. Qu'est-ce qui Bah, t'est amusé? bah après, ouais, normalement, il y a des règles de sécurité, t'es même pas censé pointer. Si t'es à quelques mètres d'une personne, t'es pas censé la pointer avec l'arme à blanc parce que normalement, même quand t'as une arme chargée à blanc, en fait, la poudre est emballée dans, je sais plus, un banc de cire ou un truc comme ça. Et en fait, tu peux quand même avoir des petits projectiles qui sont, tu vois, des morceaux de l'emballage qui sont projetés à haute vitesse parce que bah, voilà, quand même, ça tire. Et du coup, bah, si t'es à quelques mètres, ça peut quand même te blesser. Et là, de ce que j'ai compris, il y avait vraiment une vraie balle dedans Hein. qui était dans le Oui, parce pistolet. que Donc c'est pas exactement il y ça avait une vraie l'histoire. balle. Mais dans tous les cas, il aurait même pas dû viser quelqu'un comme ça directement. Bah, bien sûr. Surtout que c'était même pas pour la scène, quoi. Donc, je Et crois. alors, il y avait encore des vraies balles dedans, pour la simple raison que une partie de l'équipe technique s'était amusée à tirer sur des boîtes de conserve la veille avec. Ah d'accord, c'était ça l'histoire. C'est vrai que j'ai pas suivi jusqu'au bout, Ah mais ouais. ouais. J'ai cru comprendre À un qu'il y moment avait donné, vraiment des il règles de faut se poser sécurité les qui étaient bonnes mal. questions. Il faut se poser les bonnes questions. Les gens, l'accessoiriste, le maquettiste, enfin, tous les responsables des armes, à la base, ils auraient dû tous, enfin, on vérifie tous, tu sais, c'est comme quand tu donnes le code nucléaire, ils sont trois, quatre personnes à le savoir, hein. Hmm, Bon. Eh ben, vérifiez tous que cette arme est factice et qu'il n'y ait pas, hmm. qu'il y ait pas lieu de qu'il y ait un accident. Parce que ce que j'ai peur à l'avenir, moi, pour les films d'action ou les westerns, que maintenant on nous fasse vraiment des trucages pourris ou Hmm. numériques. Ah oui, Et pour qu'il y ait que, rien, jamais rien dans l'arbre. Ouais, non, c'est sûr. Oui, des répliques d'Airsoft. Mais on va ouais, pas en arriver là, faut juste c'est ça. Mais qu'il y ait normalement, un ouais, peu plus de ce que j'avais vu, normalement, ce qui doit se de passer et qui ne s'est sécurité. pas passé cette fois, c'est que normalement, sur le tournage, quand quelqu'un te met une arme en main, faut que la personne qui te donne l'arme, faut forcément que ce soit le technicien qui est en charge de ça. C'est le seul mec qui a habilité à les prendre sur tu vois, sur leur atelier ou je sais pas quoi, Et ben, le et à fameux te la mettre dans la technicien en main question, après avoir justement. vérifié qu'il y avait rien. Et là, je crois que peut-être que ce jour-là, le Ah, technicien mais n'était pas là, et ils du coup, étaient. c'est un autre qui a dit, ouais, non, c'est bon, là, elle est là, c'est Ah bon, non, j'ai mais vérifié, attends, t'inquiète. quand tu regardes le CV des personnes qui ont travaillé sur le film, c'est une équipe de bras cassés parce que justement, ce gars-là dont tu parles, il en était pas à son coup d'essai. Des gens s'étaient plein d'autres tournages. Hmm. Et puis il y avait une jeune tout à fait débutante aussi qui était aussi dans l'équipe d'accessoiristes. Donc ils sont plus, enfin, ça fait quand même un sacré Ouais, pataquès. donc ils Faut ont joué démêler avec les le films, feu, mais quoi. pour comprendre grosso modo, ils sont quand même trois, quatre coupables. Un qui a déjà eu des ennuis, un peu comme si tu prenais le Kevin Spacey des accessoiristes. C'est-à-dire que le mec, il a des problèmes avec les armes C'est sur les ça, tournages. c'est ça. Non mais c'est à un moment donné, c'est lui, l'autre qui était une débutante. Alors c'est sûr que quand quelqu'un qui débute, faut lui laisser sa chance et qu'il ait qu'il ait de l'expérience ou ça. En général, quand tu fais une connerie, tu la refais pas deux fois. Je suppose que elle, ça lui servira Ouais, de voilà, leçon. j'espère, Hein, ouais. et puis l'acteur, l'acteur, oui, alors il se sent coupable. Il veut maintenant, Alec Baldwin, il veut qu'il y ait la police sur les tournages dans ces moments-là quand il y a des armes. Bon, d'accord. Ouais, bon, la police, il pourra arriver Est-ce que ça qu'après coup. changerait quelque chose? Ah ben ça va augmenter le budget du film. Est-ce que ça va changer quelque chose pour les règles de sécurité? Peut-être, hein, va savoir. Il Je sais faudrait pas pas, que mais bon, il y a un moment, voilà, quoi. Tu laisses, ouais, Attends, il y a un gamin qui a perdu sa maman. Hein, c'est c'était ça. le nom, c'était Euh, Alina Hutchins, il je crois, elle a- s'appelait la dame. C'est ça. Et 42 ans, pareil, 42 ans, c'est jeune pour mourir, quoi. Hmm. Alors, et d'ailleurs, j'avais aussi vu il y a quelque temps l'histoire derrière la mort de Brandon Lee, du coup. Parce que c'est vrai que là encore, normalement, il y a des règles de sécurité qui évitent ce genre de truc. En fait, ce qui s'était passé, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils font des tournages comme ça avec les pistolets, généralement, t'as deux types de balles. T'as les balles à blanc voilà, qui font du pan, qui font la fumée, qui font le machin et tout ça, que du coup on utilise quand on veut voir l'arme tirer. Mais qui par contre, pour des raisons techniques, quand tu vois à travers le canon, elles ont pas du tout une gueule de vraie munition, quoi. Ça se voit que c'est du faux. Et à l'inverse, tu as des balles qui sont en fait des vraies balles où on a enlevé la charge explosive principale, tu vois. Il reste juste la douille et l'amorce au bout qui fait l'étincelle.
et qui elles on met dans le qu'on les met quand on sait qu'on va voir la balle au fond du canon ou qu'on risque la voile. Tu sais, quand t'as un revolver, tu vois dans le barillet les autres balles, quoi. Donc du coup, il y avait ces deux types de balles qui existaient. En fait, ce qu'ils avaient fait, c'est que, genre la veille, tu vois, ils avaient tourné une scène avec les balles qui ont des gueules de vraies balles parce que c'en est des vraies où on a enlevé la charge. Ils avaient tiré avec, tu vois, donc tu sais que la balle va pas partir parce qu'il reste juste l'amorce. Mais en fait, elle était partie juste dans le canon, en fait. Et normalement, à ces moments-là, ils sont censés s'assurer de la virée du canon, sauf que là, ils ont oublié. Et du coup, la balle est restée dans le canon jusqu'au lendemain. Le lendemain, ils ont pris leur balle à blanc qui, elle, fait une explosion. Hop, ils l'ont mise dans le pistolet pour faire le pang. Et ont tiré, et du coup, ça a propulsé la balle qui était restée dans le canon, et c'est elle qui allait se ficher dans le corps de Brandon Lee. Et du coup, c'est comme ça, parce que normalement, bah, t'as les balles à blanc où ça ne projette rien, les balles qui est désamorcées qui ne se projettent pas tout court, et là par contre t'avais la combinaison de charge explosive plus vraie balle, du coup en fait bah ça faisait l'équivalent de comme si le pistolet avait vraiment été chargé, quoi. Là ils n'ont pas eu besoin de de tirer sur les boîtes de conserve ce jour-là. C'était juste un enchaînement malheureux où ils ont oublié de vérifier le canon avant, quoi. Donc voilà l'histoire. Donc sachez-le, normalement sur les tournages il y a des bonnes règles de sécurité qui font que tout va bien, mais ben il y a diverses façons dont ça peut merder et passer à côté du problème. Après, faut se dire aussi un truc. En France, je suppose qu'il y a moins de risques qu'un incident arrive parce que les armes sont plus réglementées. Aux États-Unis, t'as le mec limite, il a son vrai pistolet dans le falzar, il le pose sur la table en mode. Ouais, t'imagines l'acteur qui a sa propre arme et qu'il la confond avec avec celle qui est chargée à blanc, tu sais. Ah merde, ça c'était celle que je gardais pour moi. Non, Là, aussi, en France, t'as pas le c'est ça. problème. Non, t'as aussi moins de risques avec les films français, c'est qu'on sait tous que les films français ils restent assis à une table et ils discutent et ils font et ils rigolent sur des blagues racistes. C'est ça normalement le cinéma français, donc y a pas de risque de se tirer avec des vraies balles, tu vois. Donc voilà, sachez-le, généralement l'histoire c'est jamais un truc aussi con que ah bah mince, j'ai mis des vraies balles dans les pistolets alors qu'il fallait des balles à blanc, je me suis gouré. Et à un moment, il y a des incompétents, mais pas à ce point-là non plus, quoi. Généralement, c'est toujours une histoire un peu plus compliquée. Et oui, bah, on espère qu'en France, effectivement, les contrôles sont plus rigoureux. En tout cas, sachez-le, chez nous, sur nos tournages, c'est des armes qui sont en fait des répliques d'airsoft. Et généralement, elles sont pas chargées, donc même en te la mettant comme ça, tu peux pas te faire mal, en fait. Seul moyen de faire mal avec, c'est si tu tapes sur la gueule de quelqu'un avec. Là, ça marche toujours. Bah là, autant prendre une pierre, c'est plus efficace. Hein. C'est ça, tout à fait. Et même si un jour, encore une fois, vous me voyez tourner avec cet accessoire-là, sachez-le, ça ne coupe pas. Voilà, c'est... c'est... C'est même pas bon pour ouvrir un courrier des impôts, ça. Je sais pas, faut que je teste. J'ai pas... Ah non, j'ai ouvert mon courrier tout à l'heure. Si, pour ouvrir le courrier, à la limite, peut-être que ça va le faire. Mais c'est tout, quoi. Bon, elle est déjà ouverte là, mais je vais essayer de l'ouvrir comme ça pour voir, tu vois. Ah si, ça marche bien. Ok, bon bah je le Alors saurai. vraiment pour le courrier. je- Ouais, ça laisse même des trucs comme ça. Bon, et bah voilà, bah... Pour le courrier des impôts, effectivement, tu vois, ça défoule, t'es là, ah, tu le veux mon pognon, hein, connard. Mais payez vos impôts, jeunes gens, n'allez pas aux îles Caïmans et tout ça. Le pognon après, Ne il ne sert à des faites pas choses. comme Depardieu. Des fois il sert mal, mais des fois il sert bien aussi, donc dans le doute, essayons d'en avoir un peu quand même dans les caisses. Ça les évitera de faire banqueroute. Ouais, de toute façon, et dans tous les cas, dans tous les caïmans, hein. Dans les Caïmans. On peut s'arrêter là pour ce mois-ci, il est 11h15. Eh ben, merci à tous de nous avoir suivis. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Eh bien, merci, ouais, c'est ça, merci tout le monde. Ciao, à la prochaine. Ciao, ciao. Et vive le cinéma!